Un homme nommé Karl était connu comme l'ombre la plus utile de la famille Cooper. Cependant, il fut accusé de trahison, et le nouveau chef ordonna son exécution. En entendant cela, Karl serra les dents de rage. Sans hésitation, il riposta et leva son épée vers le cou du nouveau chef, mais il fut poignardé et trahi par la famille qu'il servait. Entouré, il se demanda si c'était la fin. Néanmoins, il jura que s'il y avait une vie après la mort, il les taillerait tous en pièces. Peu après, Karl ouvrit les yeux. Ses sens s'affinèrent tandis qu'il scrutait les environs. Bien que l'endroit lui semblât familier, il sentait quelque chose d'étrange. Soudain, un seau d'eau fut versé sur lui. Une servante lui ordonna alors de se laver parce que quelqu'un arrivait. Voyant le regard meurtrier dans ses yeux, elle le gifla, pensant qu'il n'était qu'un enfant rebelle. Confus d'être appelé un enfant, Karl regarda dans le reflet de l'eau. Après avoir vu son visage, il laissa échapper un rire silencieux. Bien qu'il semblât maintenant n'avoir que 3 ans, il était né de nouveau. Dans sa vie passée, Karl était une ombre Cooper entraînée pour des missions comme l'assassinat et l'incendie criminel. En échange, la famille leur promettait richesse et gloire. À cause de cela, beaucoup endurèrent les difficultés sans se plaindre. Méprisé en tant qu'enfant illégitime, Karl s'entraîna dur pour surmonter ses limites, mais il fut négligé, alors il accepta des missions pour la famille. Il exécuta des ennemis et massacra des villes entières. Il combattit bataille après bataille. Avec cela, il remporta de nombreuses victoires et attendait des récompenses de sa famille. Mais au lieu de cela, il fut accusé de trahison et condamné à mourir. De plus, le nouveau chef révéla qu'il était maudit par la magie du sang du serment de l'ombre. Il expliqua que la force de Karl nourrissait le chef de famille, tandis que sa douleur et ses blessures devenaient celles de Karl. Quant à la gloire et à l'argent, ils ne servent qu'à attirer des insectes comme lui. En entendant cela, Karl lança une attaque. Il balança son épée vers le chef. Mais quand elle frappa le chef de famille, il fut frappé par de multiples sorts en retour. Inverser le serment réussit à restaurer les pouvoirs de Karl depuis Alan, mais cela coûta sa vie. Maintenant, dans cette nouvelle vie, il jura qu'il ne referait plus la même erreur. À ce moment-là, son estomac gargouilla. Il remarqua alors une souris à proximité, alors il envisagea brièvement de la manger après s'être rappelé comment les rongeurs avaient autrefois meilleur goût que la chair humaine. Soudain, quelqu'un arriva en l'appelant bon à rien. L'homme l'informa ensuite qu'Alan voulait le voir. En entendant cela, Karl se rappela que c'était à ce moment-là qu'il était devenu une ombre, mais l'initiation maudite le laissa sans souvenir. Réalisant cela, Karl mordit la main de l'homme. L'homme répondit alors en demandant s'il était une sorte de chien. Pourtant, lui et les autres refusèrent de laisser le garçon agir avec une telle arrogance. L'un d'eux attaqua, mais Karl esquiva rapidement la frappe et saisit l'épée de l'homme. Sans hésitation, il trancha le bras de l'homme. Voyant cela, l'autre homme fut choqué qu'une personne si jeune puisse manier l'épée. D'un autre côté, sourit à lui-même puisque le chemin vers la vengeance était maintenant ouvert. Le serment de l'ombre utilisait la magie du sang interdite pour lier une ombre avec une seule goutte de sang. Une fois liée, l'ombre prenait la douleur du maître et transférait toute la force qu'elle gagnait à celui-ci. En raison de sa cruauté, l'Empire interdit le serment de l'ombre et effaça ses grimoires. Maintenant, dans le présent, Karl regarda l'homme plutôt se faire gifler. Le lièvre de 8 ans, Alan, le gronda alors pour avoir perdu contre Karl, ce dont il s'excusa. L'ignorant, Alan approcha Karl et le gronda pour avoir touché ses gens, mais Karl ne montra aucune peur. En réponse, Alan donna l'ordre de jeter Karl dans le donjon. Mais avant que les serviteurs ne puissent agir, quelqu'un intervint. La mère d'Alan, Hera, lui dit alors que les actions de Karl venaient de la négligence et insista sur la patience jusqu'après la cérémonie du serment. Elle lui rappela également de ne pas oublier ses mots, alors elle se pencha et lui murmura leur plan. Alan regarda alors Karl et fut intrigué par le choix de sa mère pour qu'il devienne son ombre. Quoi qu'il en soit, il accepta sa mère. Satisfaite, Harris dit qu'elle emmènerait les autres pour éviter les perturbations. Sur ce, elle ordonna aux serviteurs de sortir pendant que les autres lançaient des sorts insonorisants. Ensuite, Alan remplit la tasse et ordonna aux enfants de jurer fidélité à la famille Cooper en tant que nouveaux membres de l'armée des ombres. En réponse, les enfants s'engagèrent docilement à consacrer leur vie à la famille. Cependant, Karl se contenta de fixer la tasse avec un sourire narquois et commença à la boire. Quelques instants plus tard, la tasse s'écrasa sur le sol alors que Karl et les autres enfants s'effondraient. Alan rit alors et les traita de fous pour avoir confondu des drogues avec de l'eau bénite. Sans perdre de temps, il tira son propre sang. Il déclara ensuite que leur force serait la sienne, et que leur corps supporterait sa douleur. Alors qu'il parlait, l'ombre sombre sous lui s'étendit vers l'extérieur. Après cela, elle enveloppe Karl et les autres. Peu après, la puissance déferla à travers Alan, et il prévoyait de le dire à sa mère. Mais quand il se retourna pour l'appeler, un claquement sec provint de son genou. Sur le sol, il réalisa qu'il ne pouvait plus bouger ses jambes. La panique monta alors qu'il craignait que ce ne soit un effet secondaire du serment de l'ombre que sa mère n'avait jamais mentionné. Néanmoins, il l'appela désespérément, mais quelqu'un le traita de lâche pour s'être caché derrière sa mère. La personne ajouta également que sa mère ne l'entendrait pas à cause du sort insonorisant. En se retournant, Alan fut choqué de voir Karl.
Il demanda alors comment Karl était réveillé et connaissait le serment, mais Karl affirma qu'il en savait beaucoup plus. Par conséquent, il demanda comment Elan réagirait à un serment de l'ombre inversé. Cela étant dit, il dégaina son épée et la frappa contre le sol. En réponse, Alan serra sa poitrine de douleur et exigea de savoir ce que Karl avait fait. En entendant cela, Karl se rappela avoir tout sacrifié pour récupérer son pouvoir volé. Alors dans cette nouvelle vie, il ne faisait que rendre l'appareil. À l'extérieur, un cri perçant résonna. En entendant que le sort avait été brisé, Hera s'inquiéta pour Elan. Cette nuit-là, le majordome dit à Hera qu'Alan s'était seulement évanoui à cause d'un excès de magie, et dit que le serviteur qui avait brisé le sort devait être exécuté. En entendant cela, Hera ordonna que le corps du serviteur soit donné au chien. Mettant cela de côté, le majordome dit qu'Alan était toujours distrait et pourrait être mentalement accablé. Pendant ce temps, Alan sentit que quelque chose s'était passé, mais ne pouvait pas se rappeler quoi. Soudain, sa mère lui caressa doucement la tête. Elle lui dit alors de ne pas s'inquiéter des ombres. Cependant, Alan repoussa sa main et contesta son utilisation du mot inquiétude. Il se déclara alors le futur chef Cooper et dit qu'ils étaient nés pour mourir pour lui. Quand on lui demanda s'il avait raison, Ashaer le loua et lui offrit une récompense qui le rendit heureux. Pendant ce temps, Karl l'entendit et pensa que leur lien fort était dommage. Parce qu'à partir de maintenant, Alan était son ombre. Dans sa vie passée, il avait trouvé un catalogue de magie du sang avec un serment de l'ombre. Il le donna fièrement, ignorant qu'il était une victime, mais utilisa plus tard ses secrets et ses leçons passées pour retrouver sa force. Maintenant, il ne fallait qu'un peu de sang pour inverser le serment de l'ombre. Malgré cela, il savait qu'il était trop jeune pour les combattre et devait devenir plus fort. Avec cela en tête, il se souvint de la première étape. Ce sont les montagnes volcaniques qui sont un site d'essai Cooper difficile pour la sélection des ombres à sacrifier. Comme Prométhée puni pour avoir volé le feu, la famille Cooper jetait des enfants de moins de 10 ans dans la montagne volcanique. Là, ils marchaient à travers les épines tandis que les aigles déchiraient leur chair. Même en mourant, ils ne pouvaient pas s'arrêter tant que l'un d'eux n'avait pas atteint le sommet et obtenu la bénédiction de Griffin pour un corps incassable. Dans le présent, leur entraîneur Eno leur a dit qu'ils avaient 3 jours pour atteindre leur objectif par tous les moyens. Leur seul objectif était de survivre et d'atteindre le sommet de la montagne. Il a également ajouté que quiconque échouerait ou abandonnerait serait exécuté après les 3 jours. Pour leur avenir prometteur, il sortit son sifflet et donna le signal pour qu'ils commencent. Cependant, Eno remarqua quelque chose d'inhabituel. Il vit que Karl paraissait complètement calme. Un autre entraîneur fit alors remarquer que Karl était l'enfant illégitime qui avait offensé Elan, et Eno s'en souvint rapidement. À ce moment-là, Karl commença à gravir la montagne. Ils se moquèrent alors de son choix de grimper au lieu de prendre la pente et prédire qu'il tomberait et mourrait. Un entraîneur suggéra même de récupérer son cadavre plus tôt, mais Eno l'arrêta. Il dit qu'il venait d'avoir une idée amusante, car il était temps que quelqu'un se présente. Peu après, les enfants virent quelque chose descendre de la montagne et pensèrent que c'était juste un aigle. Mais quand ils l'ont vu clairement, ils ont crié que c'était un monstre. Pendant ce temps, Karl atteignit enfin le sommet. Là, il fut accueilli par Griffin debout, entouré des cadavres d'enfants. En remarquant Karl, Griffin mordit encore plus fort un des cadavres. Au même moment, Yann a décidé d'utiliser Griffin pour se débarrasser de Karl en guise de punition pour avoir offensé Alan. Espérant rendre Alan heureux, il prépara son arc et tira une flèche directement sur Griffin. En réponse, Griffin demanda qui avait fait ça. En apercevant Karl, elle se précipita sur lui pour le tuer, mais Karl sauta pour éviter l'attaque de Griffin. S'appuyant sur l'expérience de sa vie antérieure, il s'accrocha à Griffin. En étant dessus, il savait que pour recevoir la bénédiction de Griffin, tout ce qu'il avait à faire était d'apprivoiser Griffin. Après que Karl ait frappé la tête de Griffin, il recula et réalisa que Griffin ne serait pas apprivoisée sans défaite car elle avait une intelligence humaine. Sachant cela, Karl savait qu'il devait risquer une ruse, alors il chargea à nouveau. Alors qu'il tentait une autre frappe, Griffin commença à accumuler de la puissance dans sa bouche. Suite à cela, elle la déchaîna dans une puissante explosion dirigée vers Karl. La force de l'attaque envoya Karl voler vers le bord de la falaise. Heureusement, il réussit à s'y agripper juste à temps. En remontant, il se souvint qu'il avait seulement les compétences, mais son corps était encore celui d'un enfant de 3 ans. Cela signifiait que son corps était bien trop petit et léger pour réduire l'écart avec Griffin. Soudain, une idée lui vint quand il aperçut une grotte à proximité. À ce moment-là, Griffin chargea une autre attaque et souffla une puissante rafale de vent vers Karl. Alors que Karl esquivait, il réalisa que le vent de Griffin devenait plus fort à chaque respiration et passait du niveau 1 à 10. S'ils atteignaient le stade final, il n'y aurait aucun moyen d'échapper. Réfléchissant rapidement, Karl eut une autre idée. Puisqu'il ne pouvait pas distancer le vent de Griffin, il décida d'utiliser la force de l'attaque pour se lancer dans la grotte. Comme il l'avait espéré, le vent le transporta directement vers l'ouverture. En l'air, il utilisa le serment de l'ombre pour drainer le pouvoir d'Alan et sauver le sien. Ailleurs dans le manoir, les serviteurs paniquèrent quand Alan s'évanouit soudainement à nouveau. De retour à la montagne, Karl atterrit avec succès à l'intérieur de la grotte. Sans hésitation,
il se précipita plus profondément à l'intérieur, mais Griffin le suivit et lui demanda où il pensait aller. Alors qu'elle était sur le point de frapper, elle se figea sous le choc. Là, dans les bras de Karl, se trouvait son petit, pleurant à l'aide. Soudain, Karl expliqua qu'il savait que les petits de Griffin ne pouvaient pas voler à la naissance et lui assura qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Au contraire, il pouvait réellement guérir ses ailes et l'aider à voler, ce qui stupéfia Griffin. Cependant, Karl souligna qu'il avait une condition. Pendant ce temps, à l'extérieur, Eno et l'entraîneur pensèrent que Griffin avait mangé Karl et voulaient le signaler à Elan pour une récompense. Une voix répondit alors qu'il les enverrait, et Griffin apparut derrière eux. Sur sa tête se tenait Karl leur disant qu'ils devraient attendre en enfer pour Elan. Les deux hommes furent stupéfaits et tentèrent de fuir, mais Griffin les dévora rapidement tous les deux. Ensuite, Griffin dit qu'elle avait tenu sa promesse, et Karl répondit que leur prochaine étape était le côté nord de la montagne. Bientôt, ils arrivèrent au pays de pierre. Là, Griffin dit que Karl devait récupérer l'épée de Persée et le sang guérisseur de Méduse, et il accepta aussitôt. Mais au fond de lui, il n'avait aucune intention de l'aider ou de récupérer l'épée. Alors que Griffin ouvrait l'entrée, Karl prévoyait calmement d'utiliser son pouvoir pour détruire le pays de pierre. Immédiatement, ils furent accueillis par Méduse et les pierres. Dans la vie passée de Karl, Harris envoya des ombres chercher l'épée de Persée pour contrer une statue cachée de Méduse qui transformait tout en pierre pour Elan. Pour protéger Alan de Méduse, les ombres subirent de lourdes pertes. À la fin, Karl seul survécut avec l'épée de Persée qui nécessitait un talent de classe S, dont il manquait. Mais Alan a un talent de classe S, il l'a donc manié facilement et a tué Méduse. Par conséquent, Alan fut salué comme l'élu et gagna de vastes ressources et des disciples loyaux. Mais dans cette vie, Karl jura que s'il ne pouvait pas avoir l'épée, Alan ne l'aurait pas non plus. Soudain, Griffin demanda où était l'épée et le sang de Méduse après n'avoir vu que des décombres. De façon inattendue, la porte derrière eux se referma violemment. Alarmé, Griffin demanda à Karl s'il essayait de la tromper, mais Karl lui dit nerveusement de regarder derrière elle. Là, les statues de pierre commencèrent à les charger. Alors que Griffin se battait, elle demanda pourquoi les statues s'étaient réveillées, mais Karl dit qu'il ne savait pas. Malgré cela, Griffin continua à briser les statues une par une. Cependant, les morceaux brisés commencèrent à se reconstituer et à fusionner en une seule entité. Voyant cela, Karl les reconnut comme Dino, Igno et Panfro qui ressemblaient aux sœurs Gria. Comme Méduse, elles étaient les filles de Poséidon avec le pouvoir sur l'eau de mer, alors Karl les exhorta à courir. Alors qu'ils s'échappaient, Griffin dit à Karl de trouver l'épée, et il répondit qu'il cherchait déjà. Mais Griffin avertit que l'endroit allait s'effondrer, et qu'il mourrait s'il tardait. Karl désigna alors une rune sur le et suggéra que cela pourrait être la solution. Cependant, il prévoit en réalité de laisser le royaume s'effondrer et d'enterrer tout. De plus, il connaissait déjà un passage caché de sa vie passée pour s'échapper. Faisant semblant d'aider, il dit à Griffin que la rune disait d'enlever l'œil au-dessus pour arrêter les attaques. Griffin leva immédiatement les yeux et vit l'œil. Sans hésitation, elle chargea vers lui et l'enleva. Alors qu'elle passait devant les Greyas, elles commencèrent à se dissoudre. Impressionné, Griffin remarqua à quel point c'était incroyable. Karl expliqua alors que Persée avait volé l'œil de Greya pour trouver Méduse, donc l'œil est leur faiblesse. Intrigué, Griffin demanda si la rune montrait l'emplacement du sang dans l'épée. En réponse, Karl pointa vers la direction de l'épée. Comme il l'avait dit, l'épée de Persée était en effet proche. Karl révèle que Persée a utilisé l'épée contre Méduse, et que son sang rouge est toxique alors que le ver peut guérir. Mais Karl dit que ce n'était qu'une légende faisant allusion à un secret plus profond qui rendit Griffin curieuse. Par conséquent, il révéla que lorsque l'épée de Persée apparaît, Méduse elle-même serait ressuscitée. Voyant Méduse attaquer Griffin, Karl décida de les abandonner. Plus qu'une fois activée, la statue de Méduse ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas été décapitée par l'épée de Persée. Mais juste au moment où il se retourna, il remarqua quelque chose derrière lui et esquiva rapidement la queue de Méduse. Après avoir atterri en toute sécurité, il la regarda avec suspicion et se demanda où Griffin était allé. À sa surprise, Griffin se rétrécit et lui abandonna tout. Avant qu'il ne puisse réagir, Méduse lança une autre attaque. Tout en esquivant, Karl se sentit reconnaissant d'avoir traversé le royaume auparavant et d'avoir encore des options. Il pensa alors immédiatement à obtenir le bouclier des chevaliers de la table ronde. En utilisant cela, il pourrait refléter le regard de Méduse et réduire le risque de pétrification. Il pourrait également servir de protection contre son attaque directe du regard, alors il se précipita pour le récupérer. Dès qu'il bloqua son attaque, l'impact l'envoya voler. À partir de cela, il réalisa que le bouclier seul ne suffisait pas. En regardant autour de lui, il vit que la sortie secrète était déjà détruite. Pire encore, son talent actuel ne suffisait pas à manier l'épée de Persée. Pourtant, il pensa qu'il devait essayer, alors il courut vers l'épée. Là, il tendit la main pour la saisir. À son grand étonnement, il la souleva sans effort. Stupéfait, il se demanda comment c'était possible. Alors que l'épée était traînée, il doutait encore d'être assez fort pour l'utiliser. Soudain, il se rappela Alan l'appelant un simple Randé pour avoir osé toucher l'épée.
Il se rappela aussi qu'ils avaient volé son talent et l'avaient caché en utilisant un sort d'amnésie. Se rappelant tout cela, Karl commença à comprendre ce qui s'était réellement passé. Là, il vit Alan affirmer que son maniement de l'épée lui appartenait désormais. Juste à ce moment-là, une vague d'immense puissance enveloppa le corps de Karl. Curieuse, Griffin jeta un coup d'œil pour voir ce qui se passait. En conséquence, elle fut surprise. Après tout, elle vit Karl complètement indemne. Alors qu'elle plongeait son regard dans ses yeux, elle le vit décapiter Méduse, et cela la fit le traiter de monstre. Plus tard, en ramassant le sang de Méduse, Karl réalisa que son talent d'épéiste passé aurait pu être de rang S. Vaira a volé son talent pour Aelen et a effacé ses souvenirs avec une magie puissante. Karl se mit alors à rire à ce souvenir, ce qui rendit Griffin curieuse de savoir ce qui l'amusait. À ce moment-là, Karl trouvait sa famille intéressante, mais elle subirait quand même sa vengeance. Voyant Karl rire ainsi, Griffin décida de s'éclipser discrètement, mais Karl lui ordonna soudain de revenir. Griffin demanda alors pourquoi et fut confuse par sa nervosité, mais Karl demanda juste si sa tête était faite de métal, ce qui la laissa encore plus perplexe. Finalement, elle se fraya un chemin à travers les murs qui s'effondraient. En atterrissant, elle réalisa que Karl l'avait utilisé, mais resta silencieuse pour le bien de sa progéniture. Alors que le royaume s'effondrait, l'esprit de Méduse de pierre fut transféré dans un bouclier. Avec cela, ses yeux devinrent brillants. Plus tard, après être retournée dans le domaine de Griffin, Griffin déclara officiellement qu'elle allait bénir Karl avec son titre. Elle lui accorda un corps incassable qui est immunisé contre toutes les attaques. Alors que son corps guérissait, il se sentit soulagé de ne plus avoir à transférer les blessures à Anlan et de risquer les soupçons. Cependant, Karl a besoin de cacher son talent d'épéiste de rang S pour éviter d'attirer l'attention. Pour le moment, il a dit à Griffin de donner le sang de Méduse à son petit pour guérir ses ailes. Après que le petit ait bu dans le flacon, il fut soudainement enveloppé d'une aura lumineuse. Quelques instants plus tard, ses ailes furent guéries, et il commença à voler pour la première fois. Mais Karl dit que le petit resterait un oiseau stupide sans maître, ce qui déconcerta Griffin. Karl expliqua alors que c'était un conseil amical car elle était autrefois devenue forte en acceptant un maître. Griffin fut alors d'accord puisque son maître lui donnait l'habitude de la nourrir de cerveaux humains pour qu'elle devienne plus forte et doutait qu'elle en trouve un autre comme lui, mais quelqu'un lui vint soudain à l'esprit, alors elle appela Karl. Elle demanda alors à Karl de prendre son enfant comme animal de compagnie, mais Karl savait déjà qu'il était exceptionnellement doué. Voyant qu'elle avait mordu à l'hameçon, il accepta et insista sur un accord où il voulait toutes ces informations sur Blade Cooper. De plus, il se renseigna sur la clé du sanctuaire de Blade de la famille Cooper. Plus tard dans la nuit, au manoir, Hera fut surprise que personne ne sache pourquoi Alan s'était évanoui et demanda combien de temps cela durerait. Mais le majordome assura qu'Alan était protégé par des ombres qui le guérissaient et le renforçaient. Bien qu'elle soit d'accord, elle soupçonnait que quelqu'un était derrière les symptômes d'Alan depuis la cérémonie du serment de l'ombre. Soudain, le majordome lui dit que Karl avait dépassé le test de confiance comme prévu. Cependant, Hera fut stupéfaite d'apprendre que Karl avait utilisé Griffin pour tuer les marcheurs et avait dompté sa progéniture comme animal de compagnie. Sans hésitation, elle tendit son café au majordome et lui ordonna de chercher Karl. Alors qu'elle marchait, Karl la salua et demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour l'aider. En réponse, elle demanda immédiatement pourquoi il avait tué les marcheurs. Il expliqua que c'était pour la famille et qu'un officier de l'ombre tué par un enfant était inutile. Alors qu'il demanda à Hera si elle était d'accord, Hera le regarda avec horreur. Amusé par l'expression d'Hera, Karl se sentait indifférent à tous les tours qui lui restaient. À sa grande surprise, elle dit au majordome nommé Doug de le récompenser avec du temps à Eden Spring. Karl la remercia alors, pensant qu'Eden Spring pourrait être sa chance. Après le départ de Karl, Hera ordonna à Doug d'accélérer la magie de la privation pour donner le talent de Karl à Aelin et assurer son statut de successeur. Satisfaite, Hera épargna Karl et était impatiente de voir sa fierté s'effondrer plus tard. Pendant ce temps, à Eden Spring, Karl errait, plongé dans ses pensées. Il se rappela Griffin disant que son maître y avait scellé son âme pour transmettre ses compétences en épée et préserver l'héritage des Cooper. Griffin donna également une clé à Karl et lui dit de suivre le courant souterrain d'Eden Spring jusqu'à une grotte. Pourtant, elle avertit qu'Eden Spring avait changé et que son utilisateur de magie du sang serait difficile à affronter. Sachant cela, Karl réalisa que revendiquer l'héritage de l'escrime avant Alan ne serait pas facile. À proximité, les enfants parlaient de Karl après qu'il ait dépassé l'entraînement et dompté l'enfant de Griffin, mais le comparse de Renaud, Lucian, apparut et se moqua de Karl en tant que fils de prostituée. Renaud se moqua également de Karl pour avoir ressemblé à un singe tout en atteignant le sommet en premier, ce qui fit rire Lucian. En les regardant, Karl se rappela qu'ils étaient autrefois ses subordonnés qu'il avait piégés avec le soutien d'Alain. Lorsque Karl ne répondit pas, Renaud se lança pour tester son soi-disant corps invincible. Alors qu'il donnait un coup de poing, Karl attrapa rapidement sa main, ce qui le choqua. Sans hésitation, Karl tordit son bras pour démontrer sa force. Cela surprit Lucian, qui sortit immédiatement un couteau et se lança sur Karl. Mais quand le sang finit par éclabousser, Lucian se figea.
À son horreur, il avait poignardé Renaud à la place. Avec cela, Karl affirma calmement qu'il avait accidentellement utilisé Renaud comme bouclier de chair. Après cela, Karl donna un coup de pied à Renaud en direction de Luciane, les envoyant tous les deux voler dans la source pour se remettre. Après tout, il prévoyait de les utiliser pour l'entraînement et d'en faire ses pions. Mais alors qu'il regardait, il remarqua une énergie de magie noire tourbillonnant autour de Renaud. Il questionna alors cette magie sinistre et se rappela l'avertissement de Griffin concernant la source. Réalisant le danger, Karl savait qu'il devait atteindre le fond sans toucher une goutte. Juste à ce moment-là, une voix familière cria à proximité. Karl vit un serviteur gronder durement une fille à cause du thé renversé et réalisa que c'était Anna. Mais Anna se défendit, ce qui ne fit qu'irriter davantage le serviteur. De façon inattendue, l'épée de Karl coupa le serviteur, fendant sa tête et son corps proprement. Voyant cela, les autres enfants hurlèrent et coururent pour le signaler. Pendant ce temps, Karl tendit calmement la main à Anna et l'aida à se relever. Voyant son visage, Anna pensa qu'il ressemblait à un prince, mais Karl, de son côté, se demanda s'il lui avait fait peur. Par conséquent, il s'excusa rapidement, mais elle dit non. Après l'avoir remercié, elle se présenta et demanda son nom. En la voyant, Karl se rappela comment Anna était sa meilleure amie douée qui se souciait toujours de lui. Ils avaient même combattu côte à côte pendant quelques jours. Et bien sûr, il y avait aussi eu un moment où elle lui avait fait une confession. Alors que maintenant elle continuait à le remercier de l'avoir sauvé, il se surprit à penser que cette version d'Anna âgée de 5 ans était incroyablement mignonne. Mettant cela de côté, il minimisa cela comme un devoir de gentleman et lui dit de l'appeler Karl. Changeant de sujet, il demanda si elle savait comment drainer ou entrer dans la source sans toucher l'eau. Entendant sa question, Anna demanda s'il l'avait senti aussi, ce qui le déconcerta. Elle murmura alors que la source guérissait, mais bloquait toute autre guérison, ce qui créait une dépendance. Karl réalisa alors que les Cooper utilisaient la source pour contrôler les ombres afin de les forcer à revenir en cas de douleur. Soudain, Anna proposa de l'aider à entrer en toute sécurité dans la source pour le remercier de l'avoir sauvé. Avec cela, elle lança un sort. Bientôt, sa magie du canard les enveloppa et leur permit d'entrer dans la source sans se mouiller. Entendant cela, Karl réalisa qu'il s'agissait de magie d'isolement, bien que le nom d'Anna soit toujours ridicule. Mais soudain, des gardes commencèrent à le chasser pour avoir tué le serviteur. Avec cela, il attrapa rapidement Anna et plongea dans la source. Une fois à l'intérieur, il remarqua le fort courant sous-jacent et sut que c'était le bon endroit. Cependant, Anna voulait quitter l'endroit rapidement. Mais avant qu'il puisse réagir, le contre-courant les a entraînés. Plus tard, Anna a essayé de réveiller Karl. Quand il a finalement ouvert les yeux, il a immédiatement demandé où ils étaient et a fouillé sa poche. Après avoir trouvé la clé, Anna l'a interrogé à ce sujet, et il a expliqué qu'elle ouvrait le palais de l'esprit de l'épée. Mais Anna a remarqué qu'il n'y avait pas de porte visible, alors Karl a dit que la porte pourrait devoir être invoquée. Bien qu'elle ne sache pas ce qu'était un esprit d'épée, Anna a proposé d'essayer. Déterminée, elle a réclamé la clé et a demandé à son maître d'ouvrir la porte. Pendant qu'elle faisait cela, un ennemi rôdait à proximité. Alors que Karl sentait le danger, l'ennemi les a chargés et il a mis Anna en sécurité. Après avoir évité de justesse l'attaque, il a remarqué que la porte était finalement apparue. Il a ensuite appelé Anna, mais elle avait perdu connaissance. Sans autre choix, il l'a portée dans ses bras. Il l'a ensuite doucement déposée dans un endroit sûr, et il a jeté la magie d'invisibilité d'Anna pour la cacher. Après tout, il savait que la bataille pour l'héritage de l'esprit de l'épée serait rude. Alors qu'il franchissait la porte, il fut accueilli par la vue d'innombrables cadavres. Même s'il était préparé, il a trouvé la scène bouleversante. Puis il a remarqué quelqu'un à proximité. Au même moment, le monstre était toujours occupé avec sa proie. Après avoir senti une autre présence, il s'est arrêté et s'est tourné vers l'invité. Karl a réalisé qu'Eden Spring n'était pas une source de guérison, mais c'était là où la famille Cooper gardait ses concubines, et toutes les personnes qui y étaient amenées étaient finalement données en pâture au démon de l'épée. Soudain, le monstre a surgi devant lui. Sentant Karl, il a reconnu l'odeur d'un talent de rang S. Karl a instinctivement reculé et a été troublé que la créature le sache. Le démon s'est alors demandé s'il était l'enfant prodige, mais a été déconcerté par son apparence rude. Par conséquent, il a supposé que Karl était juste un enfant illégitime après l'héritage. Alors que leurs armes s'entrechoquaient, le démon a averti que l'héritage nécessitait un combat, mais Karl voulait seulement le tuer. Amusé, le démon a dit que c'était à prévoir de la part du descendant de Cooper de son sang. De plus, Karl est assez fou. Sans avertissement, le monstre a frappé rapidement et a touché Karl directement, l'envoyant s'écraser au sol. Alors qu'il observait Karl immobile, il l'a déclaré trop faible, mais quelque chose d'inattendu a attiré son attention. Les blessures de Karl ont guéri, ce qui a surpris le démon que Griffin l'ait déjà béni. Alors que le démon se rappelait avoir vu Griffin, Karl se souvenait du sacrifice de sang pour sceller le démon. Ainsi, malgré ses limites, Karl s'est levé et s'est accroché à un brin d'espoir. Soudain, une croix s'est levée derrière le démon. En un instant, sa main a été percée. Cloué à la croix,
il a réalisé trop tard qu'il était piégé dans une formation de sang magique de scellement. Sur ce, Karl a déclaré que le démon était mort depuis longtemps et que l'Empire avait appris à contrer la magie du sang. Maintenant, Karl devait juste prendre son cœur pour réclamer l'héritage. En réponse, le démon a laissé échapper un rugissement furieux de défi. Juste au moment où la lame était sur le point d'atterrir, il s'est libéré et a commencé à se moquer de Karl. Karl a reculé alors que le démon riait et l'appelait une petite souris. Cependant, il a déclaré que le jeu était terminé parce qu'il n'avait plus l'intention de jouer. Invoquant ses laquais, le démon a admis que Karl avait du talent et du potentiel, mais il pensait que ce n'était pas suffisant pour hériter de sa technique d'épée. Tout en combattant les esprits du sang, Karl a été impressionné par son contrôle sur le sang. De façon inattendue, il a été frappé et encerclé parce que les attaques étaient trop concentrées. En réponse, il a activé la protection de l'épée sacrée pour se défendre contre la magie, mais le démon a touché la barrière et s'est moqué de sa futilité. D'un simple toucher, l'aura protectrice s'est brisée. En un mouvement rapide, le monstre a saisi Karl par le cou. Le tenant en place, il a froidement déclaré qu'un chat mange toujours la souris après avoir fini de jouer avec elle. Alors que Karl se débattait, il a commencé à sentir son sang et son mana s'épuiser lentement. Soudain, le monstre a dit que l'aura de Karl ressemblait à une concubine qu'il avait autrefois dévorée et probablement à sa mère. En entendant cela, Karl a été déclenché. Néanmoins, le démon a dit que c'était le moment idéal pour goûter le sang de son enfant. Pendant ce temps, Karl se souvenait de l'époque où sa mère l'aidait à dormir. Elle lui avait doucement assuré que tout irait bien. Il s'est également souvenu avoir cueilli une fleur pour elle, mais il a été dupé avant de pouvoir la lui donner. Soudain, sa mère a dit qu'elle partait et a disparu malgré ses supplications. Plus tard, Karl a été victime d'intimidation pour avoir été abandonné. Les enfants lui ont lancé des pierres, le traitant de déchet. Pourtant, il s'est accroché à sa conviction que sa mère ne l'avait jamais jeté. Maintenant face au démon, la vérité a fait son chemin. La rage a monté alors qu'il saisissait la vérité. Par conséquent, il a poignardé le démon en hurlant de rage à la mort de sa mère. Alors que l'épée perçait sa poitrine, le démon a laissé échapper un cri de douleur. Il s'est également demandé comment Karl avait connu sa magie de festin de sang. Enragé, le démon l'a jeté et a réalisé que Karl avait brûlé son sang pour frapper. Faible à cause de l'invocation, le monstre s'est éloigné en titubant pour dévorer plus de femmes. Alors que le monstre se nourrissait, Karl est intervenu et a demandé si c'était bon. Sans réponse, il s'est approché et a froidement demandé si sa mère avait bon goût. Alors que l'épée frappait, une image de sa mère l'appelant Flash, le faisant se figer. Voyant son épée toujours logée dans la tête du monstre, Karl l'a retirée. Alors qu'il tombait, le démon a jugé Karl faux et a prévu de chercher plus de concubines. Mais avant qu'il ne puisse agir, Karl l'a poignardé une fois de plus. Cette fois, Karl l'a percé de façon maniaque. Désespéré, le démon a imploré pour sa vie et pour être son esprit d'épée. Mais Karl le regarda froidement et dit qu'il n'en était pas digne. En un instant, le corps du démon a explosé. Des restes, la dernière clé pour imprimer l'art de l'épée dans Karl a émergé. Mais Karl a laissé tomber son épée. Il a murmuré que tout était illusion, un monstre sans mère né. Mais l'image de sa mère est apparue disant qu'il n'était pas un monstre, et elle était toujours là. Soudain, quelqu'un a appelé son nom. Il se tourna pour voir Anna courir vers lui. Quand elle l'a atteint, elle a halté devant ses blessures et a proposé de le guérir. Alors qu'Anna lui jetait de la magie de guérison, Karl s'est souvenu que dans sa vie passée, elle avait subi le même sort que les concubines. Sans réfléchir, il l'a serrée dans ses bras dans cette Anna confuse. Pendant ce temps, Karl a silencieusement juré de ne plus jamais laisser cette tragédie se reproduire. La disparition du démon a causé le chaos, alors les Gargants ont été exécutés, et personne n'a osé intimider Anna après cela. Cependant, Karl a été blâmé pour la perte du démon, et Hera l'a fait confiner, saigner et empoisonner. Malgré tout cela, Karl a survécu indemne. 4 ans plus tard à Coopergrund, un serviteur a été rapidement vaincu. Il a ensuite imploré Alan pour la pitié, mais Alan s'est juste moqué de sa faible capacité. Regardant Hugh de la famille Esseth a dit que les rumeurs étaient vraies au sujet du grand talent d'Alan, mais Léon des Cooperches a répondu modestement. Soudain, un cri à proximité a attiré leur attention. Là, ils ont vu Karl affronter plusieurs gardes. Karl a ensuite utilisé sa lame d'ombre et a frappé les gardes avec un mouvement appelé vent d'épée. Voyant cela, il a été impressionné par la compétence et le nombre de techniques de Karl. Il a noté que l'âge de Karl signifiait généralement un rang de fer, mais il était déjà au niveau Silver Guardian. Pendant ce temps, Alan est devenu furieux que Karl lui volait la vedette. En réponse, il a défié Karl en duel. En entendant cela, Karl se rappela que le véritable pouvoir d'Alan avait disparu dans cette vie. Par conséquent, il accepta d'utiliser ce moment pour tester les compétences d'Alan. Pendant ce temps, Alan prévoit d'utiliser cela comme une chance de simuler un accident et de tuer Karl. Une foule encouragea alors Alan à prouver qu'il était le véritable génie de l'épée. Immédiatement, Alan se déplaça et attaqua avec une confiance totale. Cependant, Karl lui dit nonchalamment de frapper plus fort, ce qui laissa Alan confus. Sur ce, Karl le repoussa sans effort d'un seul coup. Frustré,
Allen chargea à nouveau en se rappelant l'affirmation de sa mère selon laquelle personne ne pouvait égaler sa force. Mais Karl esquiva facilement et remarqua la faible fausse magie d'Alan, ce qui prouva qu'il manquait de véritable talent à l'épée. Sachant cela, Karl décida qu'il était temps de montrer à Alan une véritable frappe à l'épée. Alors qu'Alan se retournait, la lame de Karl frappa immédiatement son œil. Alan hurla alors de douleur tandis que les gardes se précipitaient pour s'enquérir de son état. Voyant cela, Hugh éclata de rire. Il qualifia ensuite Alan de peu impressionnant et laissa entendre de fausses défaites antérieures, alors Léon le traita d'impoli. Hugh s'excusa alors et expliqua qu'il ne voulait pas que sa sœur épouse un fiancé faible. Mais Léon dit que la sœur de Hugh ne se serait peut-être pas mariée sans l'aide de la famille royale, ce qui mit Hugh en colère. Laissant cela de côté, qui s'éloigna et rappela à Léon leur opération conjointe dans 10 jours. Après le départ de Hugh, Léon se tourna vers Élan avec une nette déception. Il demanda ensuite qui était Karl, et le serviteur dit qu'il était l'enfant d'une maîtresse non enregistrée. En entendant cela, Léon supposa que Karl avait hérité du talent de l'épée et ordonna qu'on l'amène à son bureau. Plus tard à l'intérieur du bureau, Léon utilisa sa capacité oculaire pour analyser Karl. Pendant ce temps, Karl s'agenouille devant lui et demande ses ordres, mais Léon ne sent aucun pouvoir et pense que Karl cache son talent pour voler la place principale. Sur ce, il dit à Karl de diriger la 10e escouade vers Crystal City dans 10 jours pour récupérer un œuf de dragon. Tendant une épée, il expliqua qu'elle pouvait activer la téléportation vers Crystal City. En entendant cela, Karl savait que Léon avait de mauvaises intentions car voler un œuf de dragon mettrait en colère le dragon démoniaque. Malgré tout, il accepta la mission et était impatient d'obtenir l'œuf de dragon. Mais avant de partir, il fit une requête qui changea l'expression de Léon. Quelques jours plus tard, Karl et les autres arrivèrent dans la forêt. Là, Anna se sentit mal de rester inactive, surtout après que Karl ait dit à Léon qu'elle le servirait. Cependant, Karl dit que tout allait bien et demanda à Renald et Lucian, qui acceptèrent rapidement. Finalement, ils atteignirent Crystal City et se demandèrent où se trouvait le cristal et l'œuf de dragon. Cependant, quelqu'un se moqua d'eux parce qu'ils ne savaient rien de Crystal City. Cette personne s'avéra être Gloria, la sœur de Hugh et la fiancée d'Allen, qui les traita de plaisanterie. Néanmoins, elle tendit toujours la main à Karl pour le saluer. Mais Karl l'ignora et dit à Anna de rester avec Mayo, ce qui offensa Gloria. Alors que Karl s'éloignait, elle insista sur le fait qu'elle lui parlait. Mais Karl répondit que ce serait du gaspillage s'il n'activait pas le portail avant le coucher du soleil. Il se rappela ensuite comment elle l'ennuyait pour qu'il s'entraîne et qu'elle s'accrochait toujours à lui maintenant. Pourtant, il espérait silencieusement que Mayo accomplirait la mission qu'il lui avait confiée. Allant de l'avant, les épées de Karl et Gloria sur l'autel surprirent les Cooper, alors les Isash expliquèrent qu'il s'agissait d'une téléportation. Peu de temps après, la ville de Cristal apparut et suscita l'émerveillement au sujet des œufs de dragon. De façon inattendue, Karl remarqua un soldat blond se préparant à attaquer les Cooper et à voler l'œuf de dragon pour les Essex. Le soldat blond leva alors son épée avec impatience pour la récompense. Immédiatement, Karl ordonna à tout le monde de reculer. Juste après qu'il ait parlé, une explosion massive éclata. Après cela, le sentinelle apparut et fit trembler le soldat. Voyant cela, Gloria qualifia le soldat blond d'inutile. Pourtant, elle le sauva avec sa taillade d'épines. Ensuite, elle remit en question les motivations du soldat et exposa son égoïsme malgré sa prétention de loyauté. Avant qu'elle ne puisse continuer, le soldat lui dit de regarder derrière elle. Alors qu'elle était encore hébétée, les sentinelles avaient déjà été abattus. À leur grande surprise, c'est Karl Guide qui les a vaincus. Il ordonna alors à toutes les ombres de se mettre en formation, et elles s'exécutèrent rapidement. Les ombres se répandirent sur le sol et lièrent le sentinelle restant. Karl chargea pour tester si leur lumière pouvait vaincre leurs ombres. Sur ce, il détruisit complètement les sentinelles. En témoignant de cela, les soldats d'Essex furent étonnés que Karl ait vaincu à lui seul les sentinelles. Même Gloria dut admettre que Karl était impressionnant. Peu de temps après, un cristal flamboyant apparut. Karl absorba rapidement le pouvoir et passa de gardien d'argent à maître d'épée d'or. Maintenant, sa prochaine destination était le pilier voisin. En voyant un emplacement vide, il y plaça le cristal. Un tremblement soudain suivit, et ils virent bientôt que l'autel descendait parce que l'antre du dragon avait été ouvert. Après un certain temps, la plateforme atteignit sa destination, révélant ce qui semblait être l'antre du dragon démoniaque. En voyant les œufs de dragon, Renaud et les autres pensèrent qu'il y avait suffisamment d'œufs de dragon pour tout le monde. En observant cela, Karl les considéra comme des fous se précipitant dans les mâchoires du dragon. Soudain, le dragon se réveilla et déclencha une panique instantanée. Alors que les autres fuyaient, Gloria appela au calme tandis que Karl restait en arrière pour couvrir leur fuite avec les œufs. Cependant, l'autel commença soudainement à s'élever. Ils aperçurent Gray des Cooper essayant de s'échapper avec un œuf. Gray révéla que Léon lui avait ordonné de prendre les œufs et de mener Karl puisque seuls les Cooper méritaient un œuf de dragon. Avant de partir, il leur dit de mourir pour le bien de la famille, ce qui les mit en colère. Sur ce, Gloria qualifia Léon d'impitoyable pour les avoir abandonnés, elle et Karl, mais Karl dit qu'il s'y attendait. En entendant cela, Gloria demanda s'il était venu en sachant qu'il allait mourir, mais Karl dit qu'elle réfléchissait trop.
Alors que le dragon crachait du feu, il taillada son aile et déclara qu'il ne mourrait pas aujourd'hui. Mais le dragon se mit en colère et envoya Karl voler. Gloria se précipita rapidement à ses côtés, mais le dragon se prépara à cracher à nouveau du feu sur eux. Alors elle leva son bouclier de clair de lune et demanda si Karl était toujours confiant maintenant. Karl dit qu'il allait bien et lui demanda de retenir le dragon afin qu'il puisse frapper son cœur. De plus, il lui dit que seule elle pouvait le faire. En entendant cela, Gloria rougit et elle accepta immédiatement. Excédée, elle refusa d'être surpassée car elle était aussi une épéiste talentueuse, mais Karl ne put que sourire. Soudain, Gloria commença à signaler à Karl qu'il était temps d'attaquer. Remarquant qu'il restait immobile, elle l'appela et questionna son silence. Sans réponse, elle craignit qu'il ne soit trop faible pour bouger et savait qu'ils allaient tous mourir si elle n'agissait pas. Déterminée, elle déchaîna sa danse de l'épée de destruction. En réponse, le dragon hurla de douleur. Alors qu'il s'effondrait, Gloria se demanda si elle l'avait vraiment vaincu. Juste à ce moment-là, Renald et Lucian se précipitèrent et commencèrent à frapper le dragon. Pourtant, Gloria se demanda si c'était vraiment son œuvre. Soudain, le dragon rouvrit les yeux. Voyant cela, Renaud cria que le dragon était fou furieux et exhorta tout le monde à se cacher. En entendant cela, Gloria resta figée d'incrédulité. Pendant ce temps, Karl refusa de battre en retraite. Au lieu de cela, il activa la troisième compétence de son héritage d'escrime, qui est la taillade d'ombre de sang. En conséquence, le sang du dragon s'éleva dans les airs et coula vers l'épée de Karl pour sa technique. Un instant plus tard, le clone de Karl apparut, et il leur ordonna de se condenser. Mais l'utilisation de la magie du sang et d'une épée transformée par Karl stupéfia les autres, et Gloria dit que cela pourrait expliquer l'esprit d'épée disparu. Cependant, elle réalisa que Karl était resté en arrière en attendant qu'elle tire le sang du dragon. Frustrée, elle le gronda de l'utiliser, mais Karl s'en fichait. Dans sa vie antérieure, il voulait un pion rejeté, alors il refuse maintenant d'attendre tranquillement la mort. D'un coup final, Karl trancha le cou du dragon. Alors que la tête du dragon tombait, Glory courut vers Karl pour le féliciter. Cependant, il la prévint soudain de ne pas s'approcher davantage. En voyant son expression, ils s'inquiétèrent. Karl vit son reflet dans le sang, où le démon l'avertit qu'il dépendrait bientôt de chair et de sang comme lui. Pointant du doigt Gloria et les autres, le démon l'exhorta à les tuer. Submergé, Karl se lança à la poursuite de leur sang, et Lucian courut rapidement après avoir vu Karl être diabolisé par la magie du sang. Cependant, quelqu'un appela Karl. Voyant qu'il s'agissait d'Anna lançant des sorts, Karl s'effondra finalement. Voyant cela, Anna le ramena immédiatement en lieu sûr. Plus tard dans la forêt, Anna essaya sans cesse de le réveiller. Quand Karl se réveilla, elle dit qu'elle avait utilisé la magie de purification pour arrêter sa diabolisation pour le moment. Elle se leva ensuite et lui montra le dernier œuf de dragon intact. Elle dit que Gray avait été capturé, l'œuf gardé secret, et Gloria était partie pour que Karl n'ait pas à s'inquiéter de la mission. En entendant cela, Karl la remercia, mais il ne s'était jamais inquiété de la mission. Atteignant son épée, Karl se souvint que Mio devait simuler la mort d'Anna pour qu'elle puisse échapper à la famille. Frustré, Karl leva son épée sur Mayo pour ne pas avoir mené à bien la mission. Mais Anna protégea Mayo, qui rétorqua qu'Anna voulait suivre Karl. Soudain, il fut interrompu lorsque Renaud appela Karl. Les voyant dégainer leurs épées, Karl pensa qu'ils allaient lui prendre l'œuf de dragon. Mais à sa grande surprise, Renaud et Lucian poignardèrent Gray à la place. Alors qu'ils s'agenouillaient, ils remercièrent Karl de les avoir sauvés et jurèrent de le suivre au-dessus de la famille Cooper. Alors que Karl était sous le choc, Anna souligna soudain que l'œuf bougeait. Alors que l'œuf se fissurait, un dragon démon en éclot. Immédiatement, Karl demanda au dragon s'il l'accepterait comme maître. En réponse, le dragon accepta sans hésitation. Témoin de cela, Renaud déclara joyeusement que le dragon démoniaque avait été dompté. Après avoir félicité Karl, ils déclarèrent que sa rébellion contre la famille avait commencé. De retour au manoir, Alan demanda à visiter l'hippodrome, mais Ara lui dit d'attendre que son père ait fini de travailler. En entendant cela, Léon gronda Alan de ne pas être comme Karl qui a tué le dragon et dompté son petit. Mais Ara défendit Alan en disant qu'il aurait pu faire de même s'il avait été envoyé. Ignorant Léon, elle choisit d'accompagner Alan à l'hippodrome. Après avoir quitté la pièce, Alan ordonna joyeusement au serviteur d'apporter son fouet. Pendant ce temps, Hera demanda à Doug des nouvelles de l'avancement de la recherche sur la magie de la privation. Doug dit que la recherche était terminée, et qu'ils avaient juste besoin d'un sujet de rang S avant de l'utiliser sur Karl. Satisfaite, Hera jura d'éliminer finalement Karl. 5 ans plus tard, Karl avait finalement subi une purification complète. Après avoir été libéré du risque de diabolisation, il remercia Anna. Mais Anna dit qu'elle devrait le remercier pour le personnel merveilleux. Soudain, ils remarquèrent une silhouette à la fenêtre. Karl se précipita et reconnut Doug qui s'était déjà échappé. Quelques instants plus tard, Renald et Lucian arrivèrent pour rapporter les résultats de leur tâche. Ils révélèrent que Dove avait prévu un rituel dans 3 jours avec des mages noirs et avait trouvé une autre cible de rang S. Karl soupçonna alors qu'il s'agissait d'un rituel de magie de la privation, mais fut surpris que la cible ne soit pas lui. Mais il réalisa alors que cela pouvait être Anna.
3 jours plus tard, Anna grommela alors qu'elle nettoyait le désordre de la salle de stockage. Soudain, Doug apparut derrière elle et lui couvrit la bouche avec un mouchoir. Peu de temps après, elle s'évanouit. Plus tard, pendant le rituel, les mages commencèrent à chanter autour d'elle. Ils demandèrent que son pouvoir serve Doug comme une ombre. Doug leva alors le couteau pour voler le talent d'Anna en utilisant son sang dans la formation. Mais quand il frappa, elle disparut. Anna apparut alors derrière lui et révéla qu'il avait poignardé une illusion. Le voyant surpris, elle lui rappela de ne pas la sous-estimer. Elle lança ensuite Shining Starlock, qui le lia fermement alors qu'il maudissait sa ruse. Toujours retenu, Dove ordonna au mage de l'attaquer. Immédiatement, Anna ferma les yeux et se boucha les oreilles comme Carl l'avait ordonné. Soudain, un son fort retentit. Quelques instants plus tard, un dragon et un griffon surprirent les mages. Néanmoins, ils furent immédiatement dévorés par eux. Pendant ce temps, Doug les reconnut instantanément, mais quelqu'un le gronda d'oser faire du mal à Anna. Par conséquent, Doug confirma qu'il s'agissait bien de Carl. Carl le confronta alors et lui demanda pourquoi Anna était ciblée. Doug avoua que la magie de la privation ne fonctionne qu'une seule fois, alors Anna fut choisie comme sujet test. Réalisant qu'Anna était en danger à cause de lui, Carl jura de punir Doug. Par conséquent, il se coupa la main et effectua un serment d'ombre qui laissa Doug stupéfait. Ensuite, il ordonna à Doug de signaler le succès du rituel et de commencer immédiatement. Entendant Doug demander pourquoi, il explique qu'il était temps d'exposer les vraies couleurs d'Alan. Le lendemain, Doug dit à Hera que l'expérience avait réussi alors qu'Alan essayait d'inviter Gloria au jardin. Pourtant, Hera demanda s'il en était sûr, alors Doug dit que la pleine lune à la majorité d'Alan était le moment idéal. S'il vous plaît, elle le loua et fut convaincue qu'Alan dirigerait bientôt la famille et l'Empire. Pendant ce temps, Alan essaya de plaire à sa mère en courtisant Gloria et en disant qu'elle se faisait désirer, mais il fut stupéfait quand elle pointa soudainement son épée sur lui. Elle demanda alors s'il méritait d'être son fiancé, le laissant perplexe. Mais Gloria s'exclama qu'il devait d'abord la vaincre alors Alan la fit traîner au loin. Juste à ce moment-là, quelqu'un bloqua son épée. C'était Carl. Avec un sourire moqueur, Carl ordonna à quelqu'un de traîner Gloria au loin. Furieux, Alan affirma qu'il avait seulement oublié son épée et n'avait pas besoin d'aide. De façon inattendue, Gloria demanda à Carl de s'entraîner, mais il refusa, laissant Alan s'interroger sur sa proximité. Quand Gloria rougit et dit à Carl de reconsidérer, Alan réalisa qu'elle l'aimait. Serrant les poings, il essaya de confronter Carl. Mais Hera le rappela, alors il décida de s'occuper de Gloria après leur mariage. Sur ce, il lui dit au revoir, et Gloria fit de même avec joie. Sans lui, Gloria menaça d'attaquer, et Carl finit par accepter, mais avec une condition. Il lui demanda de lui présenter son frère, Hugh. Plus tard dans la nuit, Carl dit à Hugh qu'il annulerait les fiançailles de Gloria et Alan s'il lui prêtait la boîte temporelle illusoire. Tout en regardant Hugh, Carl avait pour objectif d'exploiter le désir de Hugh d'annuler les fiançailles que la famille royale avait toujours rejetées. Cependant, Hugh rejeta Carl comme un gamin arrogant qui ne pouvait pas défaire des fiançailles royales. En réponse, Carl dégaina son épée, déclarant que lui seul pouvait résoudre le problème de Hugh. En voyant l'épée de Carl, Hugh commença à soupçonner que Carl était le véritable talent de rang S de la famille Cooper. Soudain, Carl s'avança et lui dit qu'il détruirait Alan puisque les fiançailles ne pouvaient pas être annulées. En entendant cela, Hugh le regarda en silence. Un mois plus tard à l'intérieur du manoir, Doug dit à Hera que Carl n'était pas avec les enfants illégitimes, et Hélène le cherchait, alors Hera dit à Doug d'aider Hélène. Pendant ce temps, les enfants illégitimes Cooper convoqués discutèrent s'il s'agissait de présenter Hélène comme le lièvre. Dehors, Léon fut informé que les invités étaient assis et que les préparatifs avaient commencé. Cependant, l'apparition soudaine de Hugh déconcerta Léon, qui ne se souvenait pas l'avoir invité. Alors que Hugh affirmait qu'il était juste venu regarder, Carl dit à Lucian d'activer la boîte illusoire. Après que Lucian ait disparu, la boîte fut entourée par hasard. Après cela, les ombres ont commencé à le déverrouiller. En conséquence, tout le manoir a été enveloppé par son pouvoir. Alors que Carl regardait, une voix a crié qu'il avait enfin été trouvé. C'était Alan, et il a demandé pourquoi Carl se cachait seul. Dans un sous-sol, Alan s'est excusé auprès de Carl en sortant une dague. Avec ça en main, il a déclaré que le talent de Carl lui appartenait maintenant, et que c'était son destin. Voyant cela, Anna a urgemment crié le nom de Carl. Cependant, une fille lui a soudainement dit d'arrêter de faire la sieste et de se mettre au travail. Mais Anna savait que ce n'était pas un rêve car c'était les étoiles qui montraient la réalité d'une vie passée. Réalisant que Carl était en danger, elle s'est précipitée à son emplacement. En criant son nom, elle prévoyait d'arrêter Alan avant qu'il ne puisse agir. Mais quand elle est arrivée, Alan offrait du vin à Carl au nom de leur père. Immédiatement, elle a essayé de lancer un sort pour endormir Alan pendant des mois. Cependant, quelqu'un a soudainement appelé son nom. Hera est arrivée et a ordonné à son serviteur d'emmener Anna discrètement. Par conséquent, Anna a ensuite été maîtrisée par le serviteur. Mais cela a fait se demander à Hera pourquoi Anna pouvait encore utiliser la magie si le sort avait fonctionné. Pourtant, Hera s'est recentrée sur Carl et Alan car la cérémonie était plus urgente. Pendant ce temps, Carl a finalement bu le vin. En conséquence,
Il s'est effondré avec le verre et a fait traiter Alan de fou pour être tombé dans le même piège 2 fois. Plus tard dans le sous-sol, Alan a demandé comment Carl pouvait avoir un talent de rang S. Il a ensuite frappé Carl et a exigé de savoir comment il avait dompté un dragon démoniaque. Il a également frappé Carl pour avoir obtenu une faveur glorieuse. Enfin, il a déclaré que tout aurait dû être à lui. Soudain, Hera lui a dit d'arrêter et de commencer la cérémonie à la place, et il a accepté. Doug lui a ensuite donné une dague qui peut percer le corps de Carl, ce qu'Alan a trouvé pas mal. Tenant la dague, il a déclaré que le talent d'épée de Carl serait le sien. En poignardant Carl, il a annoncé que c'était le vrai destin de Carl. En lui disant de crier, il s'est déclaré le vrai lièvre avec les pouvoirs les plus forts, mais le corps de Carl a commencé à trembler. Il a ensuite éclaté de rire et a demandé si Alan pensait que ce n'était qu'une pièce de théâtre. En entendant cela, Alan et Harrow ont tous deux été choqués. Soudain, Carl s'est libéré des chaînes. Il les a exhortés à ouvrir les yeux car leur destin était en jeu. Avec un claquement de doigts, l'illusion s'est estompée et a révélé qu'ils étaient dans la salle de banquet. La foule a tout vu à Mok'Taolan en qualifiant de faux son talent de rang S. En entendant cela, Hera a réalisé que Carl avait percé leur plan et savait qu'elle devait agir rapidement. Alors elle et Alan ont rapidement essayé d'expliquer que Carl le piégeait. À ce moment, quelqu'un a commencé à applaudir. Hugh a ensuite appelé cela un spectacle passionnant et a demandé à Léon s'il était d'accord. En entendant cela, Léon a furieusement crié le nom d'Hélène. Hera a rapidement affirmé qu'elle avait donné l'ordre à Hélène et a demandé à Léon de la punir à la place, mais Léon a repoussé Hélène. Voyant cela, Carl a commenté que Léon était vraiment impitoyable. Alan a ensuite crié que Carl n'était qu'un bâtard et que tout devrait être à lui, mais Harris l'a réduit au silence. Malgré cela, les invités ont murmuré que Léon avait mérité sa place alors que son fils déshonorait la famille. En entendant cela, Léon a levé son épée et a quitté le sol confus. Léon s'est ensuite adressé à ses enfants et a déclaré le début du concours de succession. En entendant cela, ses enfants illégitimes ont réalisé qu'ils pouvaient maintenant concourir et ont commencé à comploter pour éliminer Elan. Témoin de cela, Harry après avoir vu le véritable pouvoir spirituel de Cooper avant tout. Sans hésitation, il a annulé les fiançailles parce qu'Alan n'est pas digne de sa sœur. Léon a ensuite réalisé que Hugh s'était rangé du côté de Carl en lui prêtant la boîte illusoire. Mais avec des nobles présents et des risques de rumeurs, Léon a choisi de reculer pour le moment. Il a ensuite accepté de demander au roi d'annuler les fiançailles, ce qui a valu les éloges de Hugh. Léon a ensuite dit à Carl qu'il pouvait concourir pour Ashire, mais l'a averti de ne pas déshonorer la famille. S'il le faisait, Léon a promis de le faire disparaître, mais Carl a simplement demandé si Léon pensait vraiment qu'il se souciait du titre. Sur ce, Carl a mis Léon au défi de le faire disparaître. En entendant cela, Léon a été laissé confus par la défiance de Carl. Pourtant, il a choisi de se retirer pour le moment. Voyant cela, un serviteur l'a interrogé, mais Léon a choisi d'attendre et de voir le potentiel de Carl. Pourtant, il a admis que Carl était irritant et ne savait pas de qui il tenait. Plus tard à l'intérieur du manoir, Hera a demandé qui avait divulgué leur plan, mais Doug a affirmé qu'il ne savait pas. Juste à ce moment-là, l'un de ses serviteurs a demandé ce qu'il devrait faire avec Anna. Hera leur a ordonné de la donner à manger aux créatures démoniaques. Cependant, elle s'est soudainement arrêtée. Elle a réalisé qu'Anna utilisant la magie signifiait que le rituel avait échoué. Elle a ensuite jeté un coup d'œil à Doug et a soupçonné que le rituel avait échoué. Par conséquent, elle a ordonné à Doug de démontrer le pouvoir qu'il avait volé à Anna. Mais Doug a dit que son talent était trop avancé et qu'il avait besoin de plus de temps. Cependant, Hera a refusé et a ordonné l'exécution de Doug. Alarmé, Doug a affirmé que Carl l'avait forcé, mais ils l'ont abattu instantanément. Voyant son corps sur le sol, Hera a dit qu'un chien traître ne valait pas la peine d'être écouté. Elle s'est ensuite tournée vers Anna et a décidé d'extraire son talent directement. Alors qu'elle commençait à la drainer, elle a remarqué que le corps d'Anna ne montrait aucune marque de brûlure, et cela l'a amené à soupçonner qu'Anna avait un corps d'âme de glace. Elle s'est souvenue que les filles à âme de glace pouvaient augmenter le pouvoir des hommes une fois qu'elles mûrissaient en foyer d'amour. Dans cette optique, Hera a prévu d'utiliser Anna. Le lendemain, Carl a soupçonné que Léon avait épargné Hélène par peur du soutien de sa mère. De plus, Hera avait immédiatement confiné Carl, mais il a refusé de partir tant qu'Hélène ne souffrirait pas comme lui autrefois. Soudain, il a entendu frapper et a pensé que c'était Anna. À sa grande surprise, c'était Gloria envoyée par son frère pour récupérer la boîte temporelle. En la voyant, il a brièvement pensé à tuer un lan avec l'aide de sa famille, mais elle a vu son regard et l'a interrogé. En lui remettant la boîte, il a demandé pourquoi un objet d'illusion aussi faible était leur héritage. Elle lui dit alors à une condition de lui faire une faveur malgré le fait que la légende soit mise en doute. Cependant, Carl a dit au revoir avec désinvolture à la place. Irritée, elle l'a défié en duel. Plus tard dans l'arène, Gloria a commencé à attaquer Carl avec son épée, mais il a facilement dévié ses coups et l'a finalement renversé. Déclarant qu'elle avait encore perdu, Gloria l'a traité d'homme impoli. Mais Carl lui a rappelé qu'elle avait insisté pour qu'il donne tout, et elle lui devait le secret de la boîte temporelle. À contre-cœur, elle a dit que la légende prétendait que maîtriser la boîte temporelle permettait de sacrifier sa vie et de renaître dans une autre. En entendant cela,
Karl a réalisé qu'Anna avait donné sa vie pour le faire revivre, il lui devait donc maintenant protection et vengeance. Cependant, quelqu'un est arrivé pour l'informer qu'Anna avait été capturée. En apprenant la nouvelle, Karl a immédiatement demandé qui avait capturé Anna. Lucian a répondu que quelqu'un avait vu Hera et des serviteurs l'emmener la nuit dernière. Gloria a ajouté qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles Anna deviendrait la maîtresse du jeune maître, mais elle a supposé que le jeune maître dont il était question était Karl. Réalisant cela, Karl s'est précipité pour trouver Allen. Gloria a rapidement ordonné aux autres de le suivre. Pendant ce temps, Allen était toujours furieux de l'humiliation de Karl et a été calmé par un serviteur sur ordre de Hera, mais Allen lui a donné un coup de pied. Un serviteur a ensuite montré Anna et a suggéré qu'il l'utilise pour se venger de Karl. Content, Allen a appelé Anna, sa future maîtresse, et a promis qu'elle serait une concubine digne. Enchaînée et impuissante, Anna a paniqué alors qu'Allen était impatient de voir la réaction de Karl une fois qu'elle serait humiliée. Sur ce, il l'a exhortée à accepter son destin et à devenir sa concubine. Soudain, une voix furieuse a crié le nom d'Allen, puis un coup de poing a atterri directement sur son visage. En voyant cela, Anna fut soulagée de voir Karl. Sans hésitation, Karl donna un coup de pied à Allen dans le bas du corps, le faisant hurler de douleur. Déterminé à en finir, Karl frappa son épaule, puis ses côtes. Voyant Karl tout furieux, Allen appela à l'aide. Les serviteurs se précipitèrent pour le défendre, mais Karl les maîtrisa rapidement tous. Voyant que Karl perdait le contrôle, Gloria se précipita vers Anna. Après avoir brisé ses chaînes, elle lui dit de calmer Karl qui se transformait à nouveau en démon. Anna serra alors immédiatement Karl dans ses bras et lui assura qu'elle était en sécurité. Pendant ce temps, les serviteurs se précipitèrent au secours d'Aelin. Soudain, Hera arriva sur les lieux. Elle réprimanda sévèrement Karl et l'accusa de rendre l'appareil à son père par la trahison. En réponse, Karl enleva son collier et sortit son épée, alors Anna l'appela. Alarmée, Hera demanda ce qu'il prévoyait de faire. En réponse, Karl se trancha la paume avec la lame. Il versa le sang sur Allen et déclara une bataille sainte pour mettre fin à quiconque menaçait Anna. 7 jours plus tard, à l'arène de duel, Karl dit à Allen qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il se présente après 7 jours de tergiversation. Mais Allen répondit qu'il ne manquerait pas l'occasion d'écraser une punaise puante comme Karl. Soudain, Karl remarqua son bouclier, ce qui lui donna immédiatement un mauvais pressentiment. Alors que la bataille commençait, Allen prit Karl au dépourvu avec le laser de pétrification de Méduse. Pourtant, Karl réussit à esquiver les attaques, ce qui fit demander à Allen si un maître de l'épée d'or comme lui n'était qu'un singe savant. Pendant ce temps, Karl réalisa que le serment d'ombre ne pouvait pas bloquer la pétrification car ce n'était pas un dommage direct. Alors que Karl lorgnait le bouclier, Allen se vanta que le fait d'avoir le bouclier de Méduse prouvait qu'il était destiné, contrairement à Karl. Il continua ensuite ses attaques et affirma que tous les efforts de Karl étaient inutiles. Lorsque Karl essaya de bondir vers lui, Allen ordonna rapidement à Méduse d'attaquer avec ses yeux, mais Karl réussit à lui taillader les yeux en premier. Bien qu'elle ait tout de même réussi à pétrifier son épée, la pierre s'estompa peu après. Karl lança alors une puissante attaque sur Aelin. Son attaque toucha et brisa l'une des bagues d'Allen, mais Allen sourit et se rappela qu'il était maintenant un mage au bâton d'or. Il lança alors une magie noire pour invoquer des âmes vengeresses pour dévorer Karl. Témoin de cela, Hugh traita Allen de bâtard pour avoir utilisé la magie noire avec un millier d'âmes sacrifiées. Il se tourna également vers Léon pour une explication, mais Léon dit que c'était un secret de famille. Pendant ce temps, Allen se moqua de Karl pour ne pas avoir esquivé une tranche de Karl à travers les âmes vengeresses. Par conséquent, il ne pouvait pas croire que quiconque puisse résister à une telle corruption. Pourtant, il continua à libérer plus d'âmes contre Karl, mais elles le traversèrent simplement sans effet. Alors qu'Allen était de plus en plus confus, Karl lui dit qu'il avait assez lutté et qu'il devrait simplement mourir. Pourtant, Allen croyait que Karl ne pouvait pas le blesser car il était son ombre. Après avoir activé le serment d'ombre, les ombres d'Allen ressentirent la douleur et commencèrent à paniquer. Voyant cela, Karl se souvint que le serment d'ombre d'Allen transférait les dommages mortels. Quoi qu'il en soit, Allen invoqua le sceptre de vie pour drainer la vie et ignora pourquoi son serment d'ombre avait échoué sur Karl. Alors que Lucian et les autres s'affaiblissaient, Anna commença à s'inquiéter pour eux. Soudain, Allen les railla pour avoir abandonné, mais continua à les punir. Cela rendit Karl tiraillé. En réponse, Karl planta son épée dans le sol et déclara qu'il refusait de devenir un animal comme Allen. Ainsi, il activa sa formation de sang. L'énergie du sang brisa rapidement le bâton d'Allen, ce qui le choqua. En conséquence, la force vitale des autres commença à revenir, et ils appelèrent Karl avec gratitude. Soudain, un dragon apparut dans le ciel et brisa la barrière protectrice. Après qu'il se soit posé derrière Karl dit à Allen de profiter de son dernier souffle car ce serait le dernier. Avant cela, Karl parla avec le dragon qui était également furieux contre Allen. Voyant cela, Hugh commença à se demander si la vieille légende était vraie, mais Gloria était confuse. Il dit alors qu'un dragon peut se transformer et augmenter la puissance de son maître lorsque leur volonté s'aligne dans une forte émotion. Avec cela, Karl commença à être couvert d'une armure le long de ses épaules, de ses bras, de ses jambes et même de son épée.
Par conséquent, ce phénomène était connu sous le nom d'armure de dragon. Alan ne pouvait pas non plus croire que Karl et le dragon avaient synchronisé leurs cœurs et leurs esprits. Pensant que c'était une illusion, Alan utilisa la magie interdite pour la détruire. Par conséquent, les âmes vengeresses commencèrent à charger vers Karl. Mais Karl dit calmement que leur lien venait d'une colère partagée envers Alan. Avec cela, il déchaîna une série de coups pour éliminer les âmes qui approchaient. Après cela, il se tourna vers Hélène. Frappant sa main, il déclara que l'attaque était pour les innocents dont Alan avait volé les talents. Voyant cela, Hera commença à paniquer, mais Léon lui ordonna de s'asseoir. Pendant ce temps, Alan devint désespéré et continua d'invoquer plus d'âmes vengeresses. Karl se laissa ensuite emporter et déclara que le coup était pour les ombres mortes d'Alan et son propre passé volé, mais aussi pour tout le mal qu'Alan avait fait dans le passé, le présent et le futur. Avec cela en tête, il chargea vers l'avant pour porter le coup final. Cependant, une petite perle arrêta son épée. Bientôt, il vit Hera porteur Hélène alors que Léon la réprimandait pour s'être interposé. Pendant ce temps, Kunota Kera était autrefois une grande mage et ne s'attendait pas à la revoir se battre. Mais elle semble faible après avoir assassiné l'ancien chef de famille et compte maintenant sur des sorts d'artefacts. Hera lança alors la lance sacrée du 9e anneau et dit qu'elle aurait dû tuer Karl bébé, mais qu'elle le ferait maintenant. De façon inattendue, Léon leur cria d'arrêter. La force de sa voix brisa à la fois la lance et l'armure de dragon de Karl. Témoin de cela, Hugh n'était pas surpris car l'ondulation de restriction magique de Léon était légendaire. Après que Léon se soit approché, il ordonna à Karl de partir avec son peuple, mais Karl dit qu'il le regretterait. Hera insista également pour tuer Karl, mais Léon lui dit de partir avant qu'il ne change d'avis. Sur ce, Karl dit qu'ils allaient partir. Plus tard dans la forêt, Karl dit à Hugh de ne pas venir, mais Hugh l'invita à rejoindre les Essex, ce qui poussa Karl à demander si cela signifiait la guerre avec les Coopperches. En entendant cela, Hugh resta sans voix. Connaissant la maladie du roi et la guerre à venir, Karl offrit des informations une fois qu'il serait entré à l'académie, mais Hugh remit en question sa confiance. Karl se souvint alors d'un homme qui avait perdu son être cher et déclara qu'il avait utilisé son talent d'épée de rang S pour devenir le disciple caché de l'épée sacrée Chris. Pendant ce temps, un homme ivre pouvait être vu errant à proximité. Alors qu'il se tenait la tête, il se demanda à haute voix qui parlait de lui dans son dos. Quelques jours plus tard, Karl pouvait déjà voir les plus fortes tours de défense de Gordon City. Alors Hugh avertit Karl de rester prudent autour des nombreux nobles de la ville. Alors que Hugh parlait, Karl le voyait comme un traître pour sa famille et prévoyait de gérer les choses seul. Pourtant, Hugh promit de s'occuper de l'académie, de faire d'Anna la servante de Karl afin qu'ils puissent rester ensemble, et de loger ses gardes pour combattre les bandits. En entendant parler des bandits à proximité, Karl vit rapidement une opportunité. Cependant, Hugh dit que les bandits étaient des subordonnés nobles, et quand Karl choisit de les combattre, il posa des questions sur Anna. En réponse, Karl lui demanda de l'envoyer à l'école impériale de magie. Alors que Karl partait, Gloria demanda le plan de son frère, et il dit qu'ils installeraient d'abord les hommes de Karl dans le manoir. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, Karl se tenait devant une cachette de bandits cachés. Il se souvint alors qu'Angela avait dit qu'elle avait maintenant 7 ans et qu'elle était secrètement emprisonnée ici. Mais il savait que son père, Chris, la recherchait désespérément. Par conséquent, sauver Angela pourrait lui valoir une chance de devenir le disciple de Chris. Avec cela en tête, Karl activa son armure de dragon. À proximité, des bandits s'entraînaient assidûment. Soudain, leur entraîneur sentit quelque chose approcher, mais il était déjà trop tard. Leur coup avait été rapidement tranché. C'est parce que Karl avait utilisé un éclair de sang pour les vaincre instantanément. Il chargea alors sur les bandits restants en utilisant sa deuxième compétence. Déchaînant le serpent de sang, il lui permit de frapper et de les tuer un par un. À ce moment, le chef des bandits nommé Plum apparut et se précipita sur Karl. Cependant, Karl bloqua l'épée de Plum avec la sienne. Puis il sauta dans les airs et déclencha une puissante entaille d'ombre de sang. Réalisant qu'il s'agissait de magie de sang, Plum identifia Karl comme un Cooper et tenta de lui parler. Mais Karl ne montra aucune pitié et lui trancha le cou. Utilisant le sang de Plum, Karl créa des clones de sang. Les clones pourchassèrent les bandits, Karl n'étant pas intéressé par l'escarmouche. Soudain, Mio apparut. Karl demanda alors s'il avait trouvé l'endroit, et Mio acquiesça. Alors il lui ordonna de montrer le chemin. En arrivant, Karl commença à bricoler avec un rocher. Bientôt, une entrée de grotte cachée s'ouvrit. Sans tarder, il descendit les marches. Bientôt, il rencontra une fille, alors il avoua qu'il l'emmènerait chez son père pour apprendre les techniques d'épée puisqu'il se souvenait de sa capacité à détecter les mensonges. En entendant cela, Angela dit qu'il disait la vérité et accepta de partir avec lui. Ils commencèrent alors à remonter les escaliers vers la surface, mais Karl réalisa rapidement que leur évasion ne serait pas facile. C'est parce qu'un monstre squelette se tenait devant eux. Il avertit alors Angela qu'il ne pouvait bloquer qu'une seule attaque, et qu'elle devait courir ensuite. Ce squelette géant rivalisait avec la force du sein de l'épée, alors Karl avertit le dragon qu'il risquait leur vie. Après avoir enfilé son armure, il exhorta Angela à se préparer. En réponse, elle lui assura qu'elle était prête. Après avoir pris une profonde inspiration,
il chargea vers le squelette. En réponse, le squelette tendit la main pour l'attraper, mais il réussit à bloquer l'attaque et cria à Angela de courir. Angela suivit rapidement son ordre et courut. Alors que l'armure de Karl commençait à se fissurer, il avait un dernier mouvement qu'il voulait essayer. Il cria alors libération et déclencha une puissante onde de choc en utilisant l'armure en dernier recours. Après cela, il déclara qu'aucun colosse squelette n'arrêterait sa vengeance. Voyant Angela courir, il prévoyait de la faire sortir immédiatement, mais le squelette tourna son attention vers elle et lança une attaque explosive. Heureusement, Mew réussit à attraper Angela dans les airs. Cependant, il ne put s'accrocher et finit par la laisser tomber. Juste à temps, Karl l'attrapa en plein vol et continua de fuir l'explosion imminente. Mais près de la porte, Karl vit un seau bloquant leur sortie et sut qu'il devait détruire son noyau pour s'échapper. Cependant, il n'avait pas le temps d'analyser l'ensemble en détail pour localiser le noyau maintenant. Soudain, Angela demanda si le noyau était dans une zone restreinte, et Karl confirma. Alors Angela pointa l'un des 3 endroits interdits, et ils s'y dirigèrent. En chemin, Karl devina que la lenteur du squelette limitait sa capacité à tirer avec son canon de loin. Pourtant, une seule égratignure du squelette pourrait sérieusement le blesser sans armure. Alors qu'ils atteignaient la pièce, Karl vit qu'elle était renforcée par une magie défensive, mais cela ne durerait probablement pas longtemps. Soudain, Angela dit que l'arc à proximité semblait l'appeler. Alors Karl se rapprocha, et Angela put récupérer l'arc. Quand il demanda si c'était la bénédiction du soi, elle confirma. Après cela, elle lui dit que le deuxième endroit est juste devant, mais le squelette continua de les pourchasser. Quand ils arrivèrent, ils virent une étrange boule brillante à l'intérieur de la pièce. En la voyant, Karl fut choqué. Il réalisa que le mage avait truqué le squelette pour l'autodestruction. Par conséquent, il avertit Angela qu'il pourrait perdre le contrôle ensuite, donc elle devait se protéger et elle accepta. Avec cela, Karl activa la 4e compétence de l'héritage de l'escrime. Il cria alors les mots « tempête de bain de sang ». Et avec cela, la boule brillante connectée au squelette explosa. Mais immédiatement après, le démon attrapa ses mains et le revendiqua comme sien. Alors Angela fut laissée confuse. À l'Académie impériale, Chris somnolait. Mais quelqu'un rapporta que le porteur de mort du 2e prince était parti et demanda s'il devait le suivre. Chris réagit immédiatement en entendant que le porteur de mort était dehors. Avant de disparaître, il dit à l'homme de garder son vin pendant qu'il vérifiait. Ramassant le vin, l'homme remarqua que Chris était enfin libre. Pendant ce temps, dans l'antre des bandits, Angela continua d'appeler Karl. Mais Karl montra un sourire effrayant et l'attaqua, alors Mew l'attrapa rapidement. Néanmoins, Angela continua d'appeler Karl avec désespoir. Le dragon tenta également d'arrêter Karl, mais Karl ne tourna sa colère que vers le dragon. Mew resta alors près d'elle pour protéger Angela, qui remarqua alors l'arc dans ses mains. Avec cela, elle se souvint de Karl disant qu'elle devait se protéger. Par conséquent, elle pointa l'arc vers lui. Mais après avoir lâché la flèche, Karl l'évita facilement. En échange, il attaqua à nouveau avec son épée, mais Mayo et le dragon formèrent rapidement un bouclier autour d'Angela. Pourtant, le démon voyait Angela comme une pomme tentante et se demandait où mordre en premier. Pendant ce temps, Angela se retrouva incapable de bouger, alors Karl l'attrapa facilement et se prépara à la poignarder dans la poitrine afin de boire son sang pur. À ce moment, Angela dit à Karl de ne pas être triste car elle savait qu'il avait fait de son mieux. Quand une seule larme tomba, Karl reprit conscience et confronta le démon de sang pour être allé trop loin. En entendant cela, le démon fut choqué que Karl se soit libéré de lui-même. Quoi qu'il en soit, le démon l'avertit d'arrêter de résister car il ne serait jamais libre, et Karl accepta. Mais il dit aussi que tout ce dont il avait besoin était d'un mouvement. Il activa alors le festin de sang, et le démon lui rappela que l'utiliser ruinerait son avenir en tant qu'escrimeur. Après avoir purgé le démon, Karl dit que Chris aiderait à le finir, mais le démon l'avertit qu'il regretterait de faire confiance aux autres. Soudain, le porteur de mort apparut et condamna Karl pour avoir dérangé le 2e prince. Il tenta alors d'attaquer Karl, mais Angela le protégea rapidement. De façon inattendue, la main de l'attaquant fut coupée en morceaux. Alors que son corps était tranché, Chris apparut enfin et consola Angela pour qu'elle rentre chez elle. Cependant, Angela insista pour que Karl vienne avec eux. Chris se tourna alors vers Karl et demanda s'il avait besoin d'aide pour guérir son corps. Karl accepta et ajouta qu'il souhaitait hériter de l'héritage de Chris après avoir sauvé Angela. Mais Chris nota qu'il avait sauvé Angela, et Karl admit que son erreur avait quand même libéré Chris du 2e prince. 7 jours plus tard, Chris nomma Karl son héritier. Et quand Karl demanda si cela faisait de lui une cible, Chris dit qu'il pouvait refuser. Remarquant Karl, les étudiants chuchotèrent à propos de son passé, mais il déclara hardiment que l'héritage de Chris n'était pas tout ce qu'il voulait, et que personne ne pouvait l'arrêter. À ce moment, quelqu'un leva une épée contre lui. C'était le roturier le mieux classé, William, qui accusa Karl de trahison et le défia en duel pour lui enlever ses honneurs. Karl réalisa alors que le prince Andrew utilisait William pour attaquer pendant qu'il guérissait. Soudain, William exigea qu'il quitte Chris et renonce à son titre s'il refusait le duel. Se souvenant du défi passé de William, Karl accepta à nouveau avec détermination et ajouta que si William perdait,
il devait jurer une loyauté éternelle. Avec cela, la foule commença à applaudir William pour qu'il enseigne à Karl. William chargea immédiatement sur Karl. Mais alors qu'il utilisait son coup de fendoir capiteux, Karl l'évita avec son ombre furtive. Cela lui permit de se téléporter derrière William et d'exiger sa reddition. Mais William refusa et utilisa la rage, tandis que la compétence de Karl avait besoin de 10 secondes pour se réinitialiser. Pendant ce temps, William commença à avancer vers lui avec une puissance croissante. Karl reconnut cela comme le combo ultime de William, quelque chose qu'il avait déjà maîtrisé à l'académie. William enchaîna en utilisant le retour de l'hirondelle. Il lui ordonna alors de se repentir de ses mauvaises actions alors qu'il attaquait avec un autre coup de fendoir capiteux. Soudain, Karl se souvint de Chris disant qu'il pouvait à peine gérer la deuxième technique de Blood maintenant. En utilisant la troisième technique, l'effondrement du poignet, ou le retour du démon, mais Karl veut la loyauté de William. L'attaque de William s'est-elle rapprochée? Karl a activé sa magie de sang. Il a ensuite déclenché la troisième technique, les lames d'ombre, la dirigeant directement sur William. Acculé, William a été stupéfait par l'escrime, et Karl a dit qu'il était heureux de revoir son expression. Soudain, le démon de sang a recommencé à prendre le contrôle. William sentait que quelque chose n'allait pas alors que la soif de sang entourant Karl devenait plus sombre. Alors que cela commençait à devenir incontrôlable, plusieurs mages se sont avancés. Les mages de feu, de glace et d'électricité ont accusé Karl de magie noire et se sont préparés à agir. D'autres étudiants insistent également sur le fait que Karl doit être un méchant et doit être tué, mais William les a arrêtés en déclarant que Karl avait gagné sa loyauté éternelle même s'il est mauvais. Chris est alors intervenu, frappant Karl et le traitant du même fauteur de troubles qu'il était enfant. Il a également rappelé aux autres que l'Académie interdit d'exploiter la faiblesse et qu'ils affronteront Karl plus tard. En entendant cela, les étudiants ont été clairement intimidés par la présence de Chris. Pendant ce temps, le baron Morant a demandé quelle était la prochaine étape, et le prince Sandro a dit d'aller à la salle d'audience pour l'entrée de Karl. Mais il n'arrivait toujours pas à croire que Karl utilisait la magie de sang même si c'était fatal. En voyant cela, Anna a demandé à suivre Karl, mais Cassadin pense que Karl est mauvais même si l'éthique de la magie était distincte. Cependant, il a précisé que la magie de sang était une exception. Au même moment, Chris a rappelé à Karl que la magie de sang nécessitait une maîtrise totale mentale, physique et de volonté. Alors, pendant les 7 derniers jours, il l'avait aidé à se rétablir. Il a également appris à Karl à utiliser la magie de la lignée pour remplacer la force et améliorer le contrôle du corps. Il a donc remis en question l'imprudence de Karl et a averti que personne ne vengerait les coperches s'ils tombaient. Pourtant, Karl a dit que certaines choses en valaient la peine, et Chris ne laisserait pas ses cheveux devenir fous. Mais le chef du combat, George, est arrivé, et Chris a été agacé. Passant à autre chose, George a dit à Karl qu'il avait une semaine pour terminer une mission d'essai en tant que recommandation noble. Avant de partir, il a averti Chris de ne pas interférer et a promis aucune pitié si les choses tournaient mal. Chris a alors traité George de simple imbécile chanceux et a dit à Karl de suivre les règles, mais aussi de se préparer contre le stratagème de George. Cette nuit-là, Sandro a appris l'épreuve de Karl et a dit à Morant d'empoisonner l'eau du royaume sauvage. En l'utilisant, les animaux à l'intérieur sont plus agressifs. Néanmoins, Sandro pensait que le destin de Karl dépendait de la retenue de Chris. Le lendemain, William a averti Karl que la mission serait difficile, et Karl a accepté car George détestait son maître. Mais William a dit que c'était plus que cela car tout le monde était réuni dans la grande salle. Alors qu'ils disaient qu'ils attendaient l'échec de Karl, Anna a salué Karl avec désinvolture. Mais Karl a juste secoué la tête, et Anna a compris. Karl s'est alors approché de Félix, qui est le disciple de George en service, et a déclaré qu'il était là pour le procès. Mais Félix a dit que cela nécessitait maintenant une équipe en raison de la difficulté soudaine, alors William a suggéré d'en faire une mission solo. Mais Félix a dit que les missions solo commencent la semaine prochaine, et Karl avait 3 jours pour en terminer une pour être admis. Les étudiants ont alors exhorté Karl à partir, et Félix a demandé s'il trouverait une équipe ou s'il démissionnerait. Karl a alors demandé si Félix doutait de lui, mais il a dit que c'était les autres qui ne voulaient pas de Karl ou de William. Karl a alors déclaré que s'il formait une équipe, Félix devait s'agenouiller et réparer ses torts envers William. Mais Félix a dit que seule la mort pouvait le faire s'agenouiller, alors Karl a répondu qu'il le signalerait plutôt à Chris. Quoi qu'il en soit, Félix lui a dit de revenir après avoir formé une équipe de 4 d'ici le soir. Soudain, Anna et Gloria se sont avancés pour se joindre, et Karl a dit à Félix d'enregistrer la mission. De plus, il lui a rappelé de s'agenouiller et de s'excuser comme promis. Alors que Félix s'agenouille, Karl a estimé que tout challenger devrait être prêt à en payer le prix, mais les autres le considéraient comme un méchant. William a alors dit que Karl était allé trop loin, mais Karl ne laisserait pas les autres agir sans conséquence. Pendant ce temps, Félix voulait tuer Karl, mais George lui a dit d'utiliser la honte pour un jour écraser Karl. Plus tard, dans la forêt de Milza, Karl et les autres se sont réunis. William a dit que l'héritage du sorcier Milza était caché ici, mais personne ne l'avait trouvé. Il a également dit que la seule sortie était au sommet du lac de montagne avec des bêtes mortelles en dessous et des plus faibles plus haut. De plus, la brume de la forêt était toxique,
donc les maîtres d'épée pouvaient durer 10 heures, mais les mages seulement 6 sans protection. Mais Karl a senti le danger et a dit à tout le monde de se préparer au combat. Comme prévu, il a vu une fille et d'autres fuir un essaim d'insectes. William a averti d'éviter le chemin d'essaim de Milza, mais les filles ont dit qu'elles avaient couru pendant 20 minutes, et ils suivaient toujours. Voyant cela, Anna a utilisé sa magie de chat gros, qui a rapidement créé une barrière pour protéger le groupe. Cependant, William a commencé à se demander quel genre de capacité c'était. Karl s'est alors moqué du groupe et a demandé comment des génies manquaient du courage de dégainer leurs épées. Quoi qu'il en soit, il a invoqué son serpent de sang. Immédiatement, il a frappé les insectes et les a fait exploser. Mais ne voyant aucune augmentation de mana de sang, il les a jugés sans valeur. Après cela, il a demandé à la fille qui était soulagée si elle n'avait pas honte d'être sauvée par un ennemi. En réponse, elle l'a traité de pecno. Alors que le brouillard s'épaississait, elle s'est moquée d'avoir appelé un licom illégitime un ennemi et lui a ordonné de l'escorter à la place. Peu de temps après, elle a remarqué le brouillard qui les entourait. Gloria a alors deviné que les monstres étaient attirés par les sèmes, et William a rapidement averti tout le monde. Soudain, une grande main a émergé du brouillard, et le monstre a laissé échapper un grognement profond. Voyant cela, Karl a déclaré qu'il allait tous les tuer jusqu'au dernier. Pendant qu'il se bat, Karl se souvient que le style d'épée de la famille Cooper est centré sur la magie de sang, ce qui rend sa technique étrange, imprévisible et difficile à contrer. Quoi qu'il en soit, Karl a utilisé la percée de roche et le vol d'ombre car les mages de sang gagnent en puissance en tuant. Avec une frappe précise, il perce l'ours. Alors qu'il contrôle son sang, il absorbe et affine son noyau. Contrairement aux mages de sang fragiles, les épéistes de sang comme Karl peuvent avancer librement, et cela l'aide à sauver Anna. Et quelle que soit la quantité de magie, cette maîtrise de l'épée permet aux pratiquants de devenir plus forts en affinant leur sang. Cependant, le prix à payer est que la malice persistante peut former un démon de sang à l'intérieur de l'épéiste. Mais seule une forte volonté peut supprimer la malédiction, alors Anna demande à Karl s'il va bien. Il l'assure alors qu'il peut réguler son pouvoir et gérer les créatures. Mais de façon inattendue, Karl commence à gémir de douleur, et le démon de sang commence à le maîtriser. Réagissant rapidement, Anna invoque le mur d'étoiles pour les protéger des attaques de Karl. Gloria demande alors si c'est comme l'antre du dragon, mais Anna dit que cette fois, c'est différent. La fille dit alors que les mages de sang deviennent fous, et l'actuel chef des Cooper est devenu le saint silencieux de l'épée pour y résister. Pourtant, Anna a activé la technique de Starlink sur Karl, bien que l'autre fille ait pensé que c'était inutile. Alors que les yeux d'Anna sont devenus rouges, elle est entrée dans le monde spirituel de Karl, a vu le démon se moquer d'elle et a exigé de savoir ce qu'il lui avait fait. Le démon a précisé que Karl avait consommé la même chose qui avait tué le premier chef des Cooper. Il a donc offert d'aider à sauver Karl si Anna le laissait planter une graine de démon de sang dans son cœur. Anna a instantanément choisi de sauver Karl, et le démon l'a traitée de folle pour cela. Pourtant, elle est restée déterminée. Elle a ensuite utilisé sa technique de purification pour tenter de réveiller Karl. Voyant cela, la fille a dit qu'Anna avait gaspillé sa jeunesse à s'entraîner. Devenant impatient, Gloria lui a dit soit d'aider, soit de se taire. Pendant ce temps, le sort d'Anna a déclenché une fumée violette qui s'est élevée de Karl. Par conséquent, le démon s'est moqué de Karl pour avoir eu besoin d'être sauvé par une fille. Karl lui a alors dit de partir, mais le démon a dit qu'il était lié par sa promesse à Anna. Avant de partir, le démon a offert une dernière leçon. Il a dit à Karl d'identifier ce qui lui avait fait perdre le contrôle et a averti que si cela se reproduisait, Anna pourrait mourir. Après que la gemme se soit matérialisée, le démon leur a fait ses adieux pour l'instant. En retour, Karl a juré que s'ils se rencontraient à nouveau, le démon le regretterait. Le regretter. Après avoir repris le contrôle, Karl a immédiatement utilisé la technique du festin violent sur les monstres restants. Avec cela, la gemme absorbe leur sang. Soudain, une lumière est apparue dans le ciel. William savait donc qu'un demi-saint était venu, mais Karl a trouvé étrange qu'ils aient envoyé quelqu'un d'aussi fort. Pendant ce temps, le demi-saint descendait lentement sur la montagne. D'un simple mouvement, il élimina les bêtes environnantes. Alors que leur sang éclatait, le professeur Oliver pensait que le prince Andrew serait satisfait s'il ramenait le corps de Karl. Avec un outil conçu pour trouver les mages de sang, Oliver était sûr de pouvoir facilement traquer Karl. Soudain, il entendit quelqu'un se moquer des demi-saints comme des chercheurs de titres. Oliver vit alors les élèves et sut qu'ils ne pouvaient pas agir sous leurs yeux. Les élèves virent également Oliver et le remercièrent de les avoir sauvés. Malgré cela, Oliver tira son épée pour démasquer et tuer Karl. Mais Karl sentit rapidement l'intention meurtrière d'Oliver. Immédiatement, Oliver attaqua sans hésitation et choqua tout le monde. Il dit ensuite à Karl qu'il devrait se sentir honoré de mourir sous le coup d'épée d'un demi-saint. Mais Karl apparut derrière lui et se moqua des choses inutiles de l'académie. Oliver attaqua alors Karl à nouveau. Mais Karl utilisa la magie du sang du sommet démoniaque pour détecter le poison. Mais Karl réalisa que l'attaque d'Oliver n'était pas empoisonnée. Il réalisa que l'attaque d'Oliver utilisait un flux d'énergie interne qu'il pouvait imiter. Soudain, une barrière de chat obèse repoussa Oliver loin de Karl. Juste après, William attaqua par derrière en utilisant la technique de l'Empire. Oliver essaya de bloquer avec son épée,
mais Karl frappa par derrière, alors il décida d'utiliser son coup spécial. Il déchaîna une puissante entaille, envoyant une onde de choc dans le lac voisin. Bientôt, un dragon à 5 têtes émergea. Oliver pensait que les élèves seraient reconnaissants pour le véritable entraînement au combat. Au lieu de cela, ils paniquèrent et dirent qu'Oliver avait essayé de les tuer, tandis qu'un autre le traitait de chien enragé pour s'être enfui avec un parchemin. Au milieu du chaos, un élève craignait de mourir car il devait encore gagner de l'argent pour sa famille. Un autre cria et hurla qu'il continuerait à se battre, mais le dragon à 5 têtes grogna férocement. Voyant le danger, Karl dit à William de bloquer l'attaque. Alors que le dragon attaquait, Karl dit à Anna et Gloria de protéger les autres. Anna lance alors des témoins muraux, incitant Gloria à suggérer de meilleurs noms de sorts. Karl demanda alors le cristal, mais quand William dit qu'il était pour sa mission, il répondit que cela ne voulait rien dire s'il ne pouvait pas tuer le dragon. Avec le cristal, Karl évita d'utiliser la lame d'ombre de sang et choisit d'utiliser l'escrime de bas niveau. Il lança alors les cristaux et dit à William de le couvrir pour qu'il puisse se préparer. William s'interposa immédiatement pour bloquer le monstre, mais il fut rapidement projeté de côté par la force du dragon. Voyant la créature se rapprocher de Karl, William cria à son intention d'être prudent. William couvrit alors rapidement Karl et utilisa sa technique d'épée impériale. Tout en se battant, il demanda à Karl combien de temps il lui faudrait pour absorber le cristal. En réponse, Karl dit qu'il avait besoin de quelques minutes de plus. Pendant ce temps, Gloria continua d'aider en lançant une danse d'épée, mais elle commença à s'évanouir. Voyant cela, Anna cria rapidement pour que quelqu'un la sauve. Immédiatement, Gloria fut rattrapée et soutenue par une mare de sang. Après cela, Karl se tourna pour faire face aux bêtes magiques. Sans hésitation, il utilisa une entaille de flammes de sang contre elles. En conséquence, les bêtes furent directement frappées et divisées en deux. Après avoir réussi à tuer les bêtes, Karl commença à revenir vers les autres. Soudain, un élève nommé Louis se leva avec son épée. Alors que Louis s'approchait de Karl, il le traita de diable et de traître, incitant les autres à l'arrêter, mais il leva son épée avec colère. Après avoir planté son épée dans le sol, il s'excusa et remercia Karl de l'avoir sauvé. Voyant cela, les autres élèves s'excusèrent également auprès de Karl et le remercièrent. Soudain, la noble fille cria pour qu'il lève les yeux. Quand ils levèrent les yeux, ils virent les sèmes d'insectes revenir. Karl activa immédiatement sa vision de sang. En l'utilisant, il essaya de découvrir le secret que ces insectes cachaient. Il utilisa alors le vol d'ombre et dit à Anne de se protéger et de protéger les autres. Après avoir donné l'ordre, il plongea dans l'eau. Voyant les insectes, il réalisa que les sèmes étaient destinés à récolter la force vitale. Le véritable but de l'essème était d'alimenter la magie noire pour ressusciter l'ancien mage, Milza. Karl jugea cet acte indigne, alors il coupa le cœur avec un serpent de sang. Peu après, les autres élèves retrouvèrent leur magie et leur endurance. De plus, ils aperçurent la sortie, alors Karl fut choqué qu'elle soit apparue par accident. Alors que les élèves applaudissaient, Anna s'enquit de Karl, qui dit qu'il s'était rétabli et avait trouvé deux choses dans le lac. En inspectant le premier objet, Anna reconnut l'odeur de poison de la bouteille et pensa à la porter à son professeur pour qu'il l'examine. Karl donna le deuxième objet à William, qui le qualifia de cristal de qualité désastreuse, mais craignit que la mission n'ait échoué à cause de ses cristaux perdus. De façon inattendue, Louis donna à Karl ses cristaux collectés pour l'aider à terminer la mission. Les autres élèves offrirent les leurs aussi et montrèrent que Karl était enfin accepté. Pendant ce temps, Oliver craignait que les événements du royaume secret ne doivent rester cachés là où le plan de Sandro et son propre pouvoir seraient perdus. Soudain, il remarqua que la porte du royaume secret s'était ouverte, alors il but une potion améliorant sa puissance pour tout donner afin d'éviter l'échec. Alors que Karl et les autres sortaient, Oliver se demanda pourquoi il n'était pas simplement mort à l'intérieur. Karl sentit rapidement le danger et réussit à éviter l'attaque soudaine d'Oliver en utilisant le vol d'ombre. Mais Anna s'inquiéta et Gloria intervint pour aider Karl. Karl activa alors sa vision de sang et avertit Oliver qu'il avait vu sa mort. Pourtant, Oliver chargea pour tuer, et Karl cria que c'était lui qui devait mourir. Leur affrontement les envoya tous les deux voler. Pendant la bagarre, la bouteille de cristal glissa de Karl. À ce moment, George arriva pour arrêter le combat. Il interrogea Oliver qui ne voulait que plaire à Sandru, mais George vint tuer celui qui avait empoisonné le royaume. En entendant parler de poison, les élèves paniquèrent et demandèrent à George des preuves. George répondit en révélant un parchemin magique fait par le directeur. Il dit qu'il pouvait détecter le poison et révéler le coupable. Le parchemin flotta puis atterrit sur la bouteille de cristal. Bien que le parchemin pointât vers Karl, certains élèves en doutèrent, mais soupçonnèrent qu'il avait utilisé un tabou pour terminer la mission. En entendant cela, George se moqua de la facilité avec laquelle ils étaient manipulés. Il demanda alors à Karl de parler, et Karl dit calmement que libérer quelqu'un était facile en tordant les faits. George saisit Karl et l'avertit qu'il n'échapperait pas à la justice, mais Karl fut stupéfait par sa vitesse. George cita alors l'article 367 qui permet au personnel de tuer les élèves qui attaquent et prévoit de l'utiliser pour punir Karl. Cependant, l'épée de George fut interceptée par magie. Immédiatement après, un vieil homme apparut et dit à George que ce n'était pas le bon moment.
Réalisant qu'il s'agissait du directeur, George lui montra rapidement la bouteille signalée par le parchemin magique. Le directeur utilisa son évaluation et découvrit que la bouteille contenait un poison royal destiné au mage de sang. Mais comme la découverte ne prouvait rien, il ordonna que Carl et Oliver soient mis en prison en attendant une enquête. Tout en les enchaînant, le directeur pensa que détenir Carl était plus sûr en raison des menaces en cours contre lui. Quand quelqu'un s'y opposa, il insista pour que l'enquête se poursuive à l'académie. Pendant ce temps, les élèves débattaient si Carl était coupable ou piégé par Oliver. Plus tard, dans le donjon de l'académie, Chris dit à Carl que le poison venait de Sandru et visait les mages de sang, alors Carl jura de le tuer. Mais Chris lui dit de rester là, tandis qu'Oliver pensait que Carl était un imbécile de dire cela puisque le travail de Chris est de protéger la famille royale. En réponse, Carl fut surpris qu'Oliver serve toujours son maître, et Oliver répondit que c'était son honneur. En entendant cela, Carl se souvint de l'époque où il considérait servir la famille Cooper comme un honneur. Alors il demanda si Oliver avait déjà senti que son talent servait les indignes, et ajouta qu'il devait se sentir abandonné maintenant. Oliver se tendit à la mention de sa famille, et Carl proposa de l'aider à se libérer s'il avouait, mais refusant de trahir sa famille, alors Carl dit qu'il verrait si son maître le protégerait vraiment. Plus tard, quelqu'un rendit visite à Oliver dans le donjon. On lui dit que Sandra avait organisé un duel avec Carl à l'arène des bêtes comme sa dernière chance. Le visiteur lui donna la vigne de vie, et Oliver jura d'obéir à Sandru même si cela lui coûtait la vie. Alors qu'Oliver fixait le flacon, il entendit Carl dire que cela signifiait la mort et que la gloire après était inutile. Avec ça, il a vu qu'ils étaient tous les deux des sacrifices et s'est demandé si la gloire valait la peine de perdre sa vie. Plus tard, dans l'arène, le match a commencé lorsque Carl et Oliver sont apparus. L'annonceur a dit que les deux se battraient au milieu des attaques de bêtes, et le gagnant gagnerait la récompense de Sandra. Peu de temps après, la bête s'est réveillée et a rapidement empalé plusieurs personnes à proximité. Le duel a commencé, et Oliver a affirmé que les astuces de Carl étaient inutiles contre les attaques à grande portée. Bien qu'attaqué, Carl a riposté et a demandé s'il connaissait la force d'un prodige de l'épée entraîné depuis l'âge de 4 ans. De façon inattendue, Carl a été attrapé par la bête. Complètement rétabli, il a testé la frappe silencieuse de Chris et a déclaré qu'Oliver ne pouvait pas le battre maintenant. Pendant ce temps, Sandra a vu Oliver ne pas utiliser la potion et a ordonné à quelqu'un d'aller chercher quelqu'un. Quelques instants plus tard, la mère d'Oliver, Grace, qui est la cuisinière de Sandra, a été amenée. En la voyant, Oliver craignait ce qui pourrait arriver s'il échouait. Avec cela en tête, il a sorti la potion et l'a bu. Immédiatement, son corps a été rempli d'une immense puissance. Alors que la bête attaque, Oliver charge Carl pour protéger sa mère. Pendant qu'il se battait, Oliver a demandé à Carl de sauver sa mère et a offert son aide avec les vignes. Après avoir jeté Carl, il a crié que seule sa mort pouvait sauver sa mère. Alors que la bête continuait à poursuivre Carl, Oliver l'a supplié. Après cela, il a déclenché son mouvement ultime, Flamme Slash. Ainsi, il a réussi à percer la bête. En voyant cela, Sandru traite Oliver d'inutile tandis que Grace crie de peur. Alors que sa mère pleurait, Oliver espérait que sa mort calmerait Sandru et que Carl protégerait sa mère. Alors que le noyau des vignes s'activait, Oliver a supplié Carl de protéger sa mère qui est la raison pour laquelle il servait Sandra. Alors que le noyau fusionnait avec sa poitrine, Carl l'a poignardé en disant que personne ne serait sauvé s'il mourait. Carl a brisé le noyau et a dit à Oliver de vivre et de rembourser ses dettes pour le bien de sa famille. Avec cela, il a utilisé la renaissance de la chair sur lui. Grâce à cela, Carl a découvert que le sang de la vigne pouvait le guérir et a dit à Oliver de se reposer d'abord. Pendant ce temps, Sandra a été surprise que la magie du sang ait battu à la fois une bête de désastre et un demi-saint de l'épée. Reconnaissant la victoire de Carl, il a offert des trésors ou un pardon pour ses crimes. Mais Carl a demandé Grace, ce qui a fait soupçonner à Sandra qu'il cherchait à se venger par le biais de la famille d'Oliver. Alors que les gardes forçaient Grace à se prosterner, Sandra a noté que Carl était un véritable cultivateur de magie du sang. Il a ajouté que Carl empestait le chaos et l'a invité à être sa lame. Mais Carl a demandé à Sandra pourquoi la famille d'Oliver était rejetée malgré son obéissance. En réponse, Sandra a qualifié la mort d'Oliver de tragédie, alors Carl a demandé ce qui se passerait s'il refusait de se joindre. Sandra a averti que sans protection, Carl serait exilé et blâmé pour le véritable incident. À ce moment, le garde de Sandro s'est jeté sur Carl pour avoir rejeté l'offre, mais Carl l'a arrêté avec son épée. Soudain, d'autres gardes ont fait irruption et ont accusé Carl d'être un assassin. Au milieu du chaos, Oliver a couru vers sa mère joyeuse, mais cela a fait traiter Sandro de traître. Cependant, Carl a déclaré que c'était Sandro qui était destiné à l'enfer. Avec cela, il a utilisé le vol d'ombre pour se faufiler devant les gardes. Après avoir coincé Sandro, il a froidement fait remarquer que l'autorité n'avait plus de sens maintenant. Désespéré, Sandro a demandé à Chris pourquoi Carl n'était pas mort et s'il était lui aussi un traître. En réponse, Chris a tiré son épée pour mettre fin à l'autre garde. Après cela, il a déclaré que sa loyauté appartenait uniquement au roi. Tenant les potions, il a revendiqué le droit d'enquêter et s'est senti chanceux que Carl ait sauvé Angela où il aurait pu finir comme Oliver. Pendant ce temps,
Sandro craignait que l'enquête ne le confine, laissant son frère prendre le relais avant la conférence de l'académie. Il a donc affirmé que les potions avaient été données à Morant et à nier en avoir connaissance. Prétendant l'ignorance, Sandro a proposé de punir Morant, mais Karl connaissait la vérité et a choisi de frapper Morant en premier pour l'affaiblir. Juste à ce moment-là, Morant est arrivé. Sans hésitation, Karl a invoqué un serpent de sang pour frapper, mais un bouclier l'a bloqué, et une voix a demandé pourquoi il attaquait la royauté. Alain est ensuite sorti de derrière et a déclaré Morant baron. Donc, même si Morant tuait Karl, cela ne signifierait qu'une excuse et de l'or au Cooperche. Mais puisque Karl a survécu, aucune loi impériale n'a été violée. Il s'est ensuite excusé de ne pas avoir contrôlé Karl, et Sandra a froidement dit que les chiens Cooper appartiennent dans des cages. En entendant cela, Allen a regardé Karl et a demandé s'il était prêt à être de nouveau mis en cage. Plus tard à l'extérieur, Chris a exprimé sa surprise face au comportement antérieur de Karl. Quand Allen l'a insulté, Karl est resté calme, ce qui a surpris Chris. Karl a calmement répondu qu'il n'y avait pas besoin de colère puisqu'il avait déjà battu Alan. Mais à cause du serment de l'ombre, Alan ne pouvait pas mourir. Et par conséquent, les ombres dans la famille Cooper seraient celles qui souffriraient. Avec cela en tête, il a pensé qu'il n'enverrait pas Alan seul et a soupçonné qu'elle était également à proximité. Puisque Sandra dirigeait l'échange d'étudiants, il inviterait probablement les 7 grandes familles à construire sa faction. Soudain, des étudiants ont attaqué et insulté Karl, qui a répondu que seuls les chiens édentés aboient le plus fort. Il a ajouté que la véritable bataille se déroulerait lors de l'échange où il affronterait des talents de rang S-digne. Il les a donc rapidement vaincus parce qu'il n'avait pas de temps pour des combats inutiles. Chris a regardé silencieusement et a été soulagé que Karl mûrisse enfin. Plus tard, un oiseau à proximité a entendu parler de la rencontre de Karl avec le directeur au sujet de son héritage de magie du sang. L'oiseau a volé après eux, les suivant silencieusement jusqu'au terrain d'entraînement. Là, le directeur Albus a dit à Karl de frapper avec son mouvement le plus fort, mais Karl a hésité. Par conséquent, Albus a fait le premier pas. Une main est apparue à côté de Karl. Avant qu'il ne puisse réagir, un coup de poing puissant et sans mots l'a frappé. Heureusement, sa magie du sang a adouci le coup, bien qu'il ait frappé comme une frappe de sein de l'épée. Ensuite, Albus a invoqué une marionnette et a dit à Karl d'utiliser toute sa puissance. Cette fois, Karl a accepté sans hésitation. Karl a utilisé la tempête de sang de carnage, et Albus a calmement noté qu'elle avait besoin d'une concentration plus précise. Suite à cela, Karl a utilisé la flamme de sang, et Albus a averti qu'il brûlait sa propre énergie sanguine. Sans se décourager, Karl a utilisé la frappe du serpent, mais Albus a appelé cela imprudent car cela pourrait réveiller le démon. Albus a ensuite enchaîné le démon en évolution alors que la technique de force de Karl drainait son sang et déclenchait une violente réaction. Lorsque le démon a exigé la libération, Albus s'est rendu compte qu'il avait acquis une conscience comme celle de Blood Cooper. Alarmé par l'état de Karl, Chris a averti Albus qu'il ne durerait plus longtemps. Mais Albus a calmement dit de ne pas s'inquiéter car il avait scellé le démon pour protéger Karl. Il a interdit à Karl d'utiliser la magie du sang jusqu'à ce qu'il maîtrise le démon. Karl a ensuite refusé parce que la cérémonie d'échange était proche. Chris a ensuite proposé de l'entraîner, et Albus a averti que sa dépendance à la magie du sang pourrait être désastreuse. Albus a ensuite demandé si Karl n'était pas curieux de savoir comment les premières et deuxième armées Cooper sont mortes en une nuit. Karl a deviné que la magie du sang était devenue incontrôlable, et cela explique le manque d'archives. Albus a confirmé et l'a exhorté à maîtriser la magie du sang pour protéger ceux qui lui sont chers. Après que Karl ait remercié Albus, Chris l'a invité à commencer l'entraînement. Inaperçu, l'oiseau espion les a suivis jusqu'à leur entraînement secret. Cependant, Chris a remarqué sa présence. Un instant plus tard, l'oiseau a rougi. Après tout, il a accidentellement vu Karl dévêtu. Embarrassé, il s'est envolé alors que Chris murmurait que l'académie deviendrait bientôt plus chaotique. Pendant ce temps, l'oiseau s'est transformé en une jeune femme. Se souvenant de l'incident du bain, Luna des 7 grandes familles a blâmé Chris et visait avec confiance à éliminer Karl lors de la cérémonie d'échange. Dans l'arène, le duel annuel des nouveaux étudiants de l'académie a commencé. Même Moraine a noté que les grands chefs de famille ducaux étaient impatients d'assister à l'événement. À côté des ducs, des professeurs et de Sandro, Morant a déclaré qu'ils s'étaient réunis pour assister au potentiel du nouvel étudiant. Il a ajouté que Sandro accorderait aux gagnants une place de premier plan à l'académie et un vœu personnel. Cependant, Karl sait que Sandro prévoit de recruter des gens, mais il veut aussi utiliser le vœu pour détruire la famille Cooper. Morant a expliqué que le duel comporte les préliminaires et les éliminations. Lorsque 8 étudiants accèdent au match en 1 contre 1, le vainqueur final serait désigné. Par conséquent, les 8 premiers à trancher une tête d'hydre et à la rapporter se qualifieraient pour les éliminations. L'annonce faite, la compétition a commencé. Presque immédiatement, un étudiant utilisant la magie de la nature a rapidement tranché la tête d'une hydre. Karl a repéré Luna et a noté son habileté avec les flèches magiques et la transformation en corbeau. En regardant sa forme de corbeau, il a vu que la cérémonie était pleine de talents cachés. Mais une hache massive est soudainement apparue et a frappé la tête de l'hydre, alors Luna a exigé que Tanohako ait volé sa cible. En réponse,
Thora l'a remercié avec désinvolture et a revendiqué la tête de l'hydre. Irritée, Luna a attaqué, et Karl a observé avec curiosité qui gagnerait entre le roi de la forêt ou le roi des tempêtes. Cependant, l'assaut de Luna n'a pas réussi à percer les défenses de Thora. Thora est partie avec une tête d'hydre et a taquiné Luna, tandis que Karl a noté la défense monstrueuse de sa famille. Pendant ce temps, les étudiants étaient stupéfaits que Thora soit le premier et ont salué sa vitesse. Soudain, une fille maniant une faux a frappé l'hydre et a revendiqué les feux de la rampe. C'était Gloria, et elle leur a ordonné de ne pas laisser les barbares du Nord faire honte à leur empire. Inspiré par ces mots, William a rallié les étudiants à charger en avant. Alors que l'hydre se mettait en rage, les étudiants ont été avertis de se préparer, en particulier Anna à proximité. En réponse, Karl s'est précipité pour la protéger contre l'hydre. Alors qu'Anna était impressionnée par lui, Karl a senti que l'hydre était retenu pour arrêter les morts. Juste à ce moment-là, William a fièrement revendiqué la tête de l'hydre, alors Karl a pensé que leur groupe pourrait tous avancer. Mais au lieu d'une autre tête, Karl a visé à récupérer quelque chose de plus précieux de l'hydre. Sur ce, il a averti les autres de se retirer, alors il a profité de cette occasion pour s'entraîner. Chargeant en avant, il a enduré les coups de l'hydre sans magie du sang en s'appuyant sur son corps renforcé. Lorsque l'hydre a lancé une attaque magique de type brasier, il a saisi sa tête. Il a ensuite redirigé les flammes vers un autre. Sur ce, il brise avec succès son bouclier de régénération, et Karl se prépare pour son prochain mouvement. Il savait qu'après que 8 têtes aient été tranchées, l'hydre utiliserait son noyau pour se régénérer. Par conséquent, cela la laisse extrêmement vulnérable. Alors il a préparé le clivage et la résonance du sang pour voler la régénération de l'hydre. Juste avant qu'il ne frappe, son attaque a été déviée. Alors qu'il est retenu, une voix moqueuse le traite de fou. C'était Alan, et il s'est moqué de Karl pour ne pas avoir revendiqué la tête la plus dure. Il a également taquiné que si Karl suppliait, il pourrait la lui donner. Mais Karl l'a froidement traité de peau épaisse pour avoir même suggéré une telle chose. Voyant Karl imperturbable, Alan a noté que ses amis étaient retenus et a demandé s'il les abandonnerait aussi. En réponse, Karl s'est libéré et a crié le nom d'Alan avec fureur. À ce moment-là, le collier de suppression sur l'hydre s'est brisé. Alors que l'hydre est devenue folle, Karl a grogné qu'Alan courtisait la mort. Voyant le sceau de l'hydre se briser, Sandra espérait secrètement que certains étudiants mourraient. Pendant ce temps, Karl a affronté Alan qui a juré de le rembourser pour son humiliation passée. Sur ce, il a appelé Lisa à l'attaque. Il s'est ensuite vanté qu'il avait amené le chien le plus féroce de la famille Sana. Karl a reconnu Lisa et savait que sa magie d'entraînement de vie rendrait difficile le combat contre elle et l'hydre. Sachant cela, il a choisi de cibler l'hydre en premier. Alors que l'hydre faisait rage, Karl a comploté pour qu'Alan fasse face à sa fureur, mais Alan s'est moqué de lui et a dit que détruire les cheveux de Lisa ne l'arrêterait pas. En réponse, Lisa a commencé à absorber les flammes environnantes de l'hydre. Elle les a transformés en chiens monstrueux, que Karl a trouvé intéressants mais stupides, car il savait qu'utiliser l'hydre comme ça ne ferait que l'enrager davantage. Mais avec l'hydre qui se libérait, Karl devait finir Alan rapidement. Voyant Karl prêt à frapper, Lisa a averti Alan et a envoyé ses chiens de feu pour l'aider. Mais Karl les a abattus et s'est moqué de Lisa pour avoir pensé qu'il pourrait l'arrêter. De façon inattendue, Alan a utilisé le transfert de dégâts pour envoyer le coup à Lisa. En voyant cela, William a demandé à Karl s'il avait besoin d'aide, mais Karl lui a seulement ordonné de sortir Lisa de l'arène. Alors qu'il se précipitait, l'annonceur a nommé Gloria, Anna et le chevalier sans nom comme les prochains qualifiés. Le nom de William a également été appelé alors qu'il essayait de calmer Lisa. Il lui a également dit que rester dans l'arène ne ferait que retarder le combat de Karl avec Alan. Finalement, le visage de Lisa a changé lorsque William a dit qu'Alan ne valait pas sa vie. Voyant le visage de William, Lisa s'est détendue alors qu'il assurait Horde qu'il se protégerait une fois plus fort. Lisa en a ensuite placé 7, alors William espérait l'affronter équitablement la prochaine fois. Voyant cela, Alan a maudit Lisa de colère pour l'avoir trahi, mais Karl l'a ignoré et lui a demandé s'il était prêt à mourir sans personne pour encaisser le coup. Mais Alan a affirmé qu'il serait le dernier à avancer et a laissé Karl derrière sa nourriture d'hydre. Cependant, Karl a calmement balancé son épée. Il a tranché à travers l'hydre et a ensuite demandé à Alan s'il croyait toujours cela. Alors qu'il perçait la tête de l'hydre, il a remercié Alan de l'avoir aidé. Il a ajouté que Chris avait mentionné une fois un ancien rituel de magie du sang tiré d'un texte perdu qui, en mélangeant son sang avec celui des bêtes, il pouvait créer une résonance du sang. Après avoir gagné la régénération de l'hydre, il a dit que cela prouvait que les humains pouvaient désormais accéder aux pouvoirs innés des bêtes. Avant qu'Alan ne puisse répondre, son bras a été soudainement sectionné. Il a ensuite maudit Karl pour avoir coupé son bras, qui ne pouvait pas guérir à cause du pouvoir corrosif de l'hydre que Karl avait gagné. Quoi qu'il en soit, Karl lui a demandé s'il avait déjà ressenti le tourment du serment de l'ombre. Alan a alors compris pourquoi Karl avait survécu, mais a cru à tort que les ombres pouvaient continuer à porter et à partager ses dégâts. Néanmoins, Karl a déclaré que sa régénération rendait les dégâts insignifiants, et Alan ressentirait toute la douleur à la place. Tout en criant de douleur, Alan a traité Karl de fou et a ensuite supplié de mourir. Mais Karl a dit que la mort était trop facile, et il voulait qu'Alan vive dans une peur constante.
Après que Karl ait revendiqué la tête principale de l'hydre, il a obtenu la dernière place dans les qualifications. Regardant de loin, Thor a vu la tête principale et a admis que Karl devait être fort pour la prendre. Karl a également vu Thor et s'est souvenu de ses compétences, alors ils ont tous les deux anticipé leur bataille. Affrontant quelqu'un de fort comme Thor en premier, Karl a soupçonné Sandru d'avoir truqué le match. Pourtant, il visait à gagner sans une seule défaite. Alors que Thor attaquait, Karl a vu que les frappes étaient trop rapides et fortes pour être bloquées de front. Pourtant, il a habilement esquivé les attaques simultanées de Thor avec aisance. Frustré, Thor a traité Karl de lâche pour avoir évité un combat direct. Debout sur la hache de Thora, Karl a calmement mis un anneau et lui a rappelé que la famille Drank préférait les attaques à distance au combat direct. Provoqué, Thora a laissé tomber son arme et a balancé un poing pour que Karl répète l'insulte. Mais Karl a facilement attrapé le coup de poing et a noté que la petite taille de Thora cachait une grande force. Sur ce, Thora a réalisé que Karl l'avait provoqué exprès pour déclencher une contre-attaque. Par conséquent, il a immédiatement invoqué ses haches jumelles et a commencé à libérer toute sa puissance. Pendant ce temps, Karl a été surpris que la défense de Thora est tenue parce que son anneau n'a laissé aucune marque. Désireux de punir l'arrogance de Karl, Thora a chargé pour une autre frappe. Juste avant que la hache ne puisse atterrir, Karl l'a arrêté avec la résonance du sang. Sur ce, Thora s'est retrouvée incapable de bouger. Karl a ensuite expliqué que perdre son sang-froid ne lui donnait que la chance d'exploiter les ouvertures. Avec un coup d'épée rapide, il a ordonné à Thora d'accepter la défaite. Alors que Thora était projetée en arrière, il a appelé Fesha. En réponse, un dragon de glace d'élite est apparu. Fesha a alors immédiatement attaqué et a coupé le lien de sang. Maintenant libéré, Thora a félicité Karl de lui avoir fait invoquer Fesha, mais cela a également marqué la chute de Karl. Voyant cela, Chris a dit que l'invocation était contre les règles, mais Morin l'a autorisé puisque Thora était un chevalier dragon et a dit que Karl pouvait invoquer aussi. Sur ce, Thora a ordonné à Fesha de frapper Karl avec une attaque puissante. Entouré, Karl a réalisé que le match ne se terminerait pas à moins qu'il ne réduise la distance. Mais Thora a utilisé l'invocation de la foudre et était prêt à libérer toute la puissance d'un chevalier dragon. Au-dessus, Sander a loué Thora tandis que son père fier était d'accord. Il a également dit que son pouvoir de foudre le désignait comme futur chef des Drank et des dragons. Après la frappe, Thora a dit que mourir de cette façon devrait être le plus grand honneur de Karl. Juste à ce moment-là, un dragon immunisé contre la magie est apparu à côté de Karl, qui a dit à Thor de ne pas encore célébrer. Thor et son père ont alors été choqués car ce dragon était une espèce rare considérée comme éteinte. Alan avait autrefois échoué à déclencher son évolution, mais Karl avait réussi. Il avait donc maintenant acquis des pouvoirs de foudre en plus de ses attributs de feu et de vent. Karl a alors ordonné au dragon de montrer ses nouveaux pouvoirs pendant que Thora regardait avec incrédulité. Utilisant la foudre du dragon, Karl s'est rapproché de Thora pour dire que cela déciderait du véritable vainqueur. Alors qu'il annonçait sa victoire, le dragon a libéré une décharge de foudre et a électrocuté Thora. Après cela, Karl s'est tourné vers l'arbitre pour connaître les résultats officiels. S'élevant dans le ciel, Karl a ressenti la chaleur du soleil, ce qu'il pensait autrefois qu'une ombre comme lui ne pourrait jamais avoir. Pendant ce temps, le père de Thora a traité Karl de voleur avec colère pour avoir volé le trésor de la famille Drank. Il a attrapé la hache de Thor et l'a lancée sur Karl tout en exigeant le retour du dragon, mais le dragon a habilement esquivé l'arme. Impassible, Karl a demandé si le dragon appartenait vraiment à quelqu'un d'autre. Sur ce, il a ordonné au dragon de forcer le père de Thor à faire face à la réalité. Dans un monde d'armes et de magie, la cavalerie de dragons était la force la plus puissante du champ de bataille. Pour empêcher une famille de s'élever trop haut, le roi a anéanti tous les dragons magiques connus. Mais les derniers œufs de dragon ont été scellés dans Crystal City avec la clé divisée entre les familles Cooper et Isaac. Maintenant, le père de Thor a ressenti un soulagement qu'un dragon magique ait survécu, mais a regretté qu'il serve maintenant Karl. Pourtant, il a demandé si le dragon avait des frères et sœurs dans l'espoir d'élever la famille Drank s'ils en réclamaient un. Mais Karl a répondu que c'était le dernier dragon magique et que les autres avaient été détruits. Quand on lui a demandé qui avait donné l'ordre, Karl lui a dit de s'approcher. Il a murmuré que c'était quelqu'un qui craignait le plus l'ascension de la famille Drank comme Sandro. Alors que Karl s'éloignait, il lui a rappelé qu'un dragon sans ailes ni dents est le plus facile à apprivoiser. Ensuite, Karl a rappelé à William que son prochain adversaire est de la famille Forrest, qui excelle dans les pièges et la chasse. Alors, à l'arène, il a conseillé à William d'utiliser la vitesse, de se rapprocher rapidement et de frapper fort. Suivant les conseils, William a immédiatement chargé vers son adversaire. De façon inattendue, Luna a anticipé son mouvement et a déployé ses défenses juste à temps. En regardant, Karl a pensé que William devrait utiliser la contre-attaque de Luna et frapper quand elle ralentirait. Soudain, William a utilisé une énergie explosive pour se libérer des vignes de Luna. Il a enchaîné avec une contre-attaque de l'hirondelle et a percé, mais les mouvements ont rapidement épuisé son endurance. Luna a profité de cela et a tiré avec son arbalète. En réponse, William a utilisé une contre-attaque bloquante pour dévier le tir, mais Karl a vu que William était en danger si sa prochaine attaque échouait. Lorsque William a porté son coup final, Karl a immédiatement vu qu'il avait échoué.
Pendant ce temps, William a regardé autour de lui pour trouver où Luna était allée. Sans avertissement, elle est apparue derrière lui et s'est moquée de ses compétences à l'épée. Alors qu'il ne peut pas bouger, elle commence à absorber l'aura de William. Voyant cela, Carl a supposé que l'énergie de William était drainée, puis il s'est rendu compte que c'était dû aux effets de plantes hallucinogènes. Luna avait intelligemment planté des spores d'amanite tumouche dans les vignes plus tôt. Ainsi, une fois que les vignes se sont brisées, des champignons ont rapidement poussé et ont libéré des spores. Et lors de la dernière attaque de William, il les avait inhalés sans le savoir. Comprenant sa stratégie, Carl a secrètement juré de la vaincre pour le bien de William. À la fin, William a été envoyé voler et Luna a été déclarée gagnante. Alors qu'il tombait, Carl s'est précipité pour le rattraper. Mais les cheveux de l'as l'ont atteint en premier, et Carl s'est demandé quand elle s'était rapprochée de William. De plus, il se demande pourquoi elle se cachait si loin. Ensuite, Anna a trouvé William inconscient à cause de l'étrange énergie hallucinogène. En entendant cela, Carl a dit à Lisa d'utiliser sa magie noire pour donner à William un léger choc électrique. Lorsque la secousse a fonctionné, William s'est réveillé et a remercié Lisa, la faisant rougir. Sans un mot, elle s'est enfuie et l'a laissé confus. Pendant ce temps, Anna a vu les souvenirs de Lisa et s'attendait à la punition d'Hera, mais Carl en doutait avant son match. À ce moment-là, Hera punissait déjà Lisa pour avoir échoué à Halen et avoir quand même participé à la compétition. La frappant, Hera a exigé de savoir si un simple chien comme elle le méritait. Quand Lisa était enfant, elle était une pauvre orpheline élevée dans le temple de magie noire de la famille Sana. Leur magie se nourrissait de la douleur, alors le chien de Lisa a été tué devant elle. Et la famille Sana n'avait aucune morale, donc l'humanité ne signifiait rien pour eux. Ainsi, Lisa était l'une des rares survivantes qui a été transformée en tueuse mortelle. Maintenant, Hera a demandé si Lisa avait oublié les enseignements de leur famille. Elle lui a rappelé que la véritable loyauté signifiait un sacrifice total pour son maître. Mais puisque Lisa n'a pas réussi à protéger Dalen, Hera a déclaré son bras inutile. En réponse, Lisa a admis son échec. Elle s'inclina et accepta sa punition. Mais l'épée de Carl est intervenue et a écarté l'arme d'Hera. Il a rappelé à Hera qu'elle ne pouvait pas abuser de Lisa librement à l'académie. Voyant Carl apparaître, elle était heureuse qu'il l'ait approché en premier. Elle a levé la main avec une bague et a prévu d'appeler Carl comme Lisa. Carl réalisa alors qu'Hera ne savait pas qu'Alan était lié à lui par le serment de l'ombre. Mais quand Hera a compris ce qu'il voulait dire, elle l'a maudit. En réponse, Carl l'a averti de souhaiter son bonheur où Alan ressentirait sa douleur à la place. Alors qu'il s'approchait de Lisa, Hera lui a demandé en se moquant s'il se prenait pour un sauveur. Elle a également souligné que Lisa ne pourrait jamais échapper au contrôle de la famille Sana. Voyant le mépris d'Hera pour la vie, Carl a dégainé son épée. Mais Anna a averti que combattre Hera risquait sa disqualification, et seuls les souvenirs les plus chaleureux de Lisa pouvaient la libérer. Carl a alors dit à Lisa qu'elle avait encore un match à gagner et qu'elle pouvait rester. À ce moment-là, le visage de William a traversé l'esprit de Lisa, et elle s'est souvenue de la promesse qu'elle avait faite. Lentement, elle a tendu la main vers son collier alors que Carl la pressait de quitter le sous-sol. Voyant Lisa commencer à résister, Hera s'est préparée à augmenter son tourment. Mais Lisa était déterminée à ne pas mourir là et s'est finalement libérée. Immédiatement, elle a couru vers la sortie pour tenir sa promesse, mais elle est déjà épuisée. Heureusement, William l'a attrapée et a été soulagé qu'elle soit en sécurité. Cependant, Hera a insisté sur le fait que Lisa était toujours là alors malgré la magie brisée. Mais Albus est arrivé et a déclaré que Lisa était une participante au match, pas une propriété. Pourtant, Hera a souligné que l'Académie ne pouvait pas protéger Lisa après les duels. Albus a alors demandé si faire de Lisa son élève signifiait un défi puisqu'Hera n'avait plus d'autorité de signe. Alors qu'elle partait, Carl a remercié Albus qui a dit qu'il n'était venu qu'à la demande de William. Ils ont ensuite confié Lisa à William, ce qui l'a laissé confus, mais Anna lui a dit de ne pas déranger Lisa qui se repose maintenant dans ses bras. Pendant ce temps, Carl a remercié Oliver d'avoir révélé le sous-sol secret. Oliver a alors révélé que Lisa avait été forfait, donc Anna a avancé. Mais dans une autre phase de groupe, Gloria a affronté le chevalier sans nom. Malgré sa force, elle a perdu sans porter de coup. De retour à l'arène, Moran a exhorté Carl à entrer ou à faire face à la disqualification dans 3 secondes. En réponse, un éclair a frappé son côté. Suite à cela, Carl a fait remarquer que tout le monde semblait un peu trop impatient. Sans perdre de temps, il a appelé Luna pour commencer le match. Luna a immédiatement tiré son arbalète sur lui et les flèches étaient imprégnées d'hallucinogènes. Carl a alors contré avec une flamme de tonnerre et a bloqué ses vieilles astuces. Impressionnée, elle a salué son mouvement comme Coulé a admis sa défaite. Moran a alors annoncé que Sandru avait interdit la flamme de tonnerre, faisant railler Carl à l'équité de l'académie. Ensuite est venu le match entre Anna et le chevalier sans nom. Alors que Carl passait, il a entendu Cassadin avertir Anna de ne pas frapper le chevalier en raison de sa forte défense, mais il a ignoré Carl. Alors, Carl a simplement conseillé à Anna d'être prudente et de reculer si nécessaire. En partant, Carl se demandait qui était le chevalier inconnu de son passé. Pendant ce temps, Anna a attaqué avec des mets de cristal, des craquements d'éclairs et des booms de roches,
ce qui a surpris Cassadin avec ses 3 sorts uniques. Cependant, le chevalier resta calmement alors que les sorts volaient vers lui. Il dit ensuite que les sorts d'Anna avaient échoué, et Karl soupçonna que le chevalier absorbait la magie. Soudain, le chevalier déclara que les échelles de puissance s'équilibrent toujours de manière égale. Immédiatement, Anna fut rejetée par un sort de vent qui frappa et défendit. Alors que Karl la rattrapait, il réalisa que le chevalier était trop fort et que le match était perdu. Ensuite, le match final est Karl contre le chevalier, où le gagnant sera le nouveau directeur de l'académie. En entendant cela, Georges et d'autres se moquèrent de l'idée que Karl dirige l'académie. Alors que l'annonceur demandait qui gagnerait entre le chevalier ou Karl, le match commença. Karl s'avança avec assurance, jurant de gagner malgré le fait d'affronter son adversaire le plus coriace à ce jour. De plus, il cherchait à révéler le chevalier et à mettre fin aux préjugés, mais le chevalier se moqua. Karl se moqua ensuite de l'arme alimentée par la magie, et le chevalier le loua pour avoir révélé sa vraie forme. Pourtant, Karl avait l'intention de tester si le chevalier était vraiment invincible. Le chevalier déclara avec assurance que Karl ne pourrait jamais briser sa défense. Alors utilisant son vent, il l'enveloppa au nom de la justice, mais Karl claqua simplement des doigts. Il demanda ensuite si le chevalier était un juge et qu'un simple vent ne pouvait pas vaincre son sang bouillant. De plus, il affirma qu'il y a toujours un angle mort et forma un domaine de lave de sang. Ce faisant, il souligna que d'autres n'avaient pas réussi à briser la défense du chevalier, pas par faiblesse. Alors qu'il écoutait, le chevalier vit le sang de Karl s'infiltrer dans son bouclier. Avec cela, Karl exigea de voir combien de magie de sang il pouvait avaler. En réponse, il traita Karl de fou de combat digne d'être son adversaire. Avec cela, il proposa qu'ils aient un duel convenable. Sans être impressionné, Karl avertit de ne pas sous-estimer un épéiste de sang façonné par les ombres. Avant que le chevalier ne puisse attaquer, il fut pris au dépourvu par l'attaque de Karl. En regardant autour de lui, il réalisa trop tard que Karl avait planté des pièges de sang pendant qu'il bloquait les attaques au-dessus de sa tête. Quoi qu'il en soit, Karl pointa son épée vers lui pour révéler son identité. Le chevalier attrapa son épée et le loua comme étant le premier à s'approcher autant. Pourtant, il insista sur le fait que la bataille n'était pas terminée et libéra des ailes d'ange pour l'attaque et la défense. Repoussé, Karl réalisa que cet adversaire était loin d'être ordinaire. Les ailes du chevalier augmentèrent sa puissance et sa vitesse, il ne fallait donc pas le prendre à la légère. Déterminé à ne lui laisser aucun temps, Karl commença à attaquer. Le chevalier le bloqua et déclara qu'il était temps que Karl apprenne les règles. Il riposta avec une autre frappe puissante, mais Karl lui dit seulement de venir à lui. Alors que leurs lames s'entrechoquaient, le chevalier se sentit revigoré par le duel. Depuis les tribunes, Chris reconnut le chevalier comme un ancien stagiaire, mais ne savait pas pourquoi il était revenu. Pendant ce temps, Sandra fut également surprise et ordonna à Morand de l'assassiner. De retour sur le terrain, le chevalier voyait Karl comme son égal, mais s'interrogeait sur sa force croissante. En réponse, Karl déclencha une guérison rapide et demanda si le chevalier pensait que la magie du sang ne servait qu'à tendre des pièges. Prenant cela au sérieux, le chevalier invoqua des épées sacrées pour drainer le sang de Karl avec un barrage à large portée. Mais Karl l'avertit de ne pas sous-estimer un épéiste de magie du sang. Alors que Karl invoquait un monstre de sang, le chevalier demanda qui gagnerait entre la lumière et l'ombre. Alors que son épée frappait, il demanda si Karl prévoyait toujours de se battre jusqu'à la fin, mais Karl sourit et lui dit de lutter avec l'énergie. En réponse, le chevalier traita Karl de rusé pour l'avoir lié avec de l'énergie sanguine. Karl dit alors que l'énergie sanguine ment et étouffe, mais voulait aussi voir les atouts du chevalier. Le chevalier déchaîna rapidement la main de Sana des morts vivants qui restreignait toute vie. Il utilisa également le flétrissement de la mort pour drainer la vitalité et admit qu'il ne s'attendait pas à en avoir besoin. Ainsi, il admit que Karl avait déjà gagné par pure compétence. Bien que le chevalier ait fait preuve de bonne volonté, l'instinct de Karl hurla face à la menace imminente. Sans avertissement, un assassin se précipita vers eux. Karl tira rapidement le chevalier de côté et sentit que l'embusqué détenait un grand pouvoir. Soudain, le masque du chevalier tomba, révélant le prince héritier Léonard, qui avait autrefois mené la répression des rebelles, mais mourut jeune. Maintenant, Karl réalisa que la mort de Léonard n'était pas naturelle, mais causée par des assassinats de nobles en cours. Imperturbable, Léonard brisa les attaquants avec son bras spectral. Alors que les corps tombaient, il murmura qu'il n'avait jamais cessé de le chasser une fois qu'ils avaient retrouvé sa trace. Ainsi, Léonard utilisa la forme de coffre-fort pour emprunter des armes aux prêteurs sur gage de l'Empire pour combattre les rebelles. Karl se joignit également pour impressionner Léonard et ne plus s'inquiéter de Sandro. De plus, il n'avait pas encore utilisé toute sa puissance depuis sa renaissance, il est donc temps. Avec un éclair de son épée, il déclara qu'une rivière de sang coulerait. Tout excités, Karl et Leonardo étaient prêts à tuer tout le monde. Bientôt, Karl et Léonard se retrouvèrent entourés de bandits. Sans hésitation, Léonard utilisa des étoiles éternelles pour arrêter les insectes qui le défiaient. Désireux de montrer la puissance du dragon de flamme du tonnerre, Karl se joignit à l'attaque. Alors qu'il frappait les ennemis, il se moqua de leur tentative d'assassinat pathétique. Pendant ce temps,
Leonardo invoqua sa faux lunaire pour punir ceux qui le menaçaient. Soudain, une flèche vola vers lui. Du sang gicla, mais c'était la magie du sang de Karl et avertit Leonardo de rester vigilant. Alors Leonardo le remercia et proposa de mettre fin au combat ensemble. Quelques instants plus tard, les bandits restants furent incinérés et le silence tomba sur l'arène. Pourtant, Sandra est déterminée à tuer Léonard et effectue un rituel de sacrifice de sang. La plateforme commença alors à bouger et à couler. Soudain, une potion frappa Leonardo et désactiva ses ailes d'ange. De plus, il était incapable d'invoquer la force. Puisant dans la régénération, Karl réalisa que Leonardo serait mort sans lui, comme avant. À ce moment, le dragon de Karl se déchaîna sous le feu de l'enfer pour dissiper la brume empoisonnée. Soudain, un ver des sables mangeurs de chair apparut, alors Karl avertit rapidement Léonard. Karl savait que la coquille du ver des sables résistait à la magie, donc Léonard, empoisonné, devait rester à l'écart. Sans tarder, il invoqua son dragon. Il utilisa ensuite Dragon Stop pour écraser la carapace protectrice du ver des sables. Puis, avec un souffle de dragon, la créature fut brûlée. Après cela, le dragon continua en le dispersant avec un puissant coup. Il fut donc envoyé vers Sandru, qui demanda si Karl attaquait ouvertement la royauté. Mais Léonard dit que Karl l'avait sauvé et demanda à Sandro pourquoi l'assassinat avait eu lieu sous sa surveillance. Feignant l'innocence, Sandro prétendit qu'il était également blessé et jura de trouver le cerveau. Léonard déclara alors que Karl avait sauvé la royauté et lui accorda le statut de noble de droit. Par conséquent, il fit de Karl un rabais et lui confia la tâche d'aider Sandra à enquêter. De plus, il pense que Sandra est liée au ver des sables. Après que Karl eut remercié Léonard, il rappela à Sandra sa victoire et le souhait promis. Sandra accepta, bien qu'il ait prévu d'asservir le gagnant, mais Léonard avait déjà revendiqué Karl. Karl souhaita alors que le marais silvermiste de la famille Cooper soit son fief. En entendant cela, Léon traita Karl David puisque le voleur montrait un rang impérial. Malgré tout, Léonard dit que Karl méritait un voleur, mais nota sa sensibilité politique. Au lieu de cela, il offrit à Karl la crête d'Inkebi près de la capitale impériale. Mais Sandru avait déjà dépensé une fortune pour la promesse du roi de la Crète riche en or noir. De plus, elle détenait la moitié de la magie de l'Empire, il n'y renoncerait donc pas. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.